Alors aujourd'hui, c'est la 26e édition d'Impact, au moment où la COP 26 vient de se terminer. Le 26, c'est un petit peu le hasard des chiffres, on ne l'a pas fait exprès. Une COP 26 quand même très décevante au regard des attentes, au regard de l'enjeu climatique et de l'enjeu de transition écologique et sociale. Sauf que nous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, eh ben, on la travaille un petit peu tous les jours, cette transition économique et sociale. Et on va le montrer. On va le montrer ce soir en vous donnant la parole. Et cet événement, il va se dérouler en 3 temps. D'abord, on va avoir l'interview d'un grand témoin, comme sur chacun de nos événements. Donc, vous pourrez tout à l'heure lui poser vos questions. On aura ensuite un deuxième temps. C'est un temps de pitch, donc de présentation d'initiatives de terrain. Ce sera 4 minutes pour chaque projet, des projets qui œuvrent au quotidien, là aussi, pour la transition écologique. Et puis, on terminera par une table ronde qui permettra de croiser les regards entre entreprises, associations, politiques et réseaux de l'ESS, avec une question de fond, c'est est-ce que chacun fait sa part pour le climat et comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin. Et pour démarrer cette soirée, on va commencer tout de suite par le temps de notre grand témoin qu'on accueille dans 5 secondes. Bonsoir Jérôme Sadier, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que le micro est allumé? Oui, il a l'air d'être allumé, donc ça fonctionne bien. Jérôme, merci beaucoup d'être notre grand témoin ce soir pour cet événement de Mediatico, parce que vous avez plusieurs fonctions dans l'économie sociale et solidaire. Donc, Jérôme Sadier, il est président de SS France. Il est aussi président du Crédit Coopératif. Et en tant que président de SS France, moi, je suis content de le recevoir ce soir parce que ESS France, c'est l'instance qui assure le plaidoyer pour l'économie sociale et solidaire, qui chapeaute toutes les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire dans nos régions. Or, ce sont elles qui coordonnent en ce moment le mois de l'ESS, parce qu'on est encore dans le mois de l'économie sociale et solidaire en novembre. Donc, on va en parler. Mais d'abord, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur sur cette COP26, cette conférence internationale sur le climat, 6 ans après la COP21, qui avait permis à Paris de signer les accords de Paris sur le climat, qui était très porteur d'espoir en 2015. Et puis aujourd'hui, la COP26, on est quand même plutôt déçus. Quel est le bilan que SS France tire de la COP26 de Glasgow? D'abord, merci encore pour l'invitation. Je vais essayer de répondre à vos attentes en prenant de la hauteur. Je ne sais pas si on va y arriver, mais moi, ce que cela m'inspire aujourd'hui, c'est que d'abord, je ne sais pas ce qu'il faut espérer ou préférer. Des COP ambitieuses qui ne tiennent pas leurs engagements ou des COP modestes qui essaient de les tenir. À vrai dire, je pense que l'histoire diplomatique, elle est faite de ce dilemme aussi. La vérité quand même, c'est que la COP26 est très décevante parce qu'elle comporte ni engagement suffisamment fort pour respecter les trajectoires qu'il faudrait d'une part, et d'autre part parce qu'il n'y a pas de trace de justice climatique dans l'affaire. Et c'est évidemment aujourd'hui inadmissible par rapport à la situation. Avec beaucoup d'espoir pendant cette COP, à la fois sur la déforestation, à la fois sur les émissions de CO2, bien sûr. Et puis au tout dernier moment, le renoncement de l'Inde, au moment où on clôture cette COP 26. C'est quand même pas très étonnant non plus que des pays comme l'Inde ou la Chine, par exemple, fassent des blocages à des formes d'engagement, dès lors qu'elles-mêmes ne sont pas en capacité aujourd'hui d'imprimer fortement une transition. Elles n'ont pas encore tout à fait les moyens. Il faut que ça nous interroge au passage, et moi je pense aussi d'expérience que la diplomatie environnementale doit s'imposer aux autres formes de diplomatie. Vous savez, ça fait des années qu'on sait déjà que la diplomatie sociale, celle qui édicte des normes sociales internationales, est déconnectée de la diplomatie économique, celle qui négocie les accords commerciaux. Et bien, la diplomatie environnementale, elle est déconnectée des deux autres aussi. Donc il y a un moment, il faudra juste que le système des Nations Unies et les États membres arrivent à reconnecter les différents cycles de négociation. Sans ça, je ne vois pas très bien comment on avancera, parce que chacun des États, y compris ceux, et surtout ceux qui ont le plus d'efforts à faire, ont besoin de s'appuyer sur les 3 dimensions de diplomatie économique, sociale et environnementale. Alors Jérôme Sadier, vous regardez, bien sûr, travailler tous les acteurs de l'ESS sur les territoires. À votre avis, cette déception de la COP26, est-ce que ça va les brider? Est-ce que ça va les décourager? Ou au contraire, est-ce que ça va les stimuler davantage à continuer à faire ce travail de tous les jours sur le terrain pour la transition écologique et sociale? Ça n'empêchera pas ceux qui sont déjà dedans de continuer, à vrai dire. C'est de toute façon, pour certains acteurs de l'économie sociale et solidaire, au cœur de leur activité. Donc j'espère bien que ça ne va pas les décourager.
Non, le sujet, c'est plutôt pour ceux qui, dans l'économie sociale et solidaire, sont en retrait par rapport à ça, soit dans leurs pratiques internes d'entreprise, soit dans la transformation de leurs propres activités. Et là, c'est vrai qu'on a besoin de cadres stratégiques pour faire la transition écologique. Moi, j'ai la conviction absolue, heureusement je ne suis pas le seul à le penser, que la transition écologique est aujourd'hui le plus puissant levier qui puisse exister pour changer la régulation économique au niveau international et au niveau de chacun des États, pouvoir se donner des objectifs stratégiques ambitieux. Donc pour tous les acteurs qui auraient l'occasion de transformer leurs activités, de nouer des alliances pour adresser des nouvelles problématiques, au-delà de ce qui existe aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y a besoin de ce cadre stratégique. Donc ce cadre stratégique, soit il est international, soit il vient des États, le mieux c'est encore les deux à vrai dire, donc ces acteurs sont peut-être encore pour certains d'entre eux en retard sur leurs pratiques internes, d'achat socialement responsable par exemple, et au-delà de ça sur le fait de prendre en charge des nouvelles dimensions sur les mobilités, les différentes transitions énergétiques, etc. Et alors en France, qui sont les principaux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont engagés dans la transition écologique? Parce que c'est une famille très complexe et donc chacun travaille des champs différents. Et voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a certaines familles, certains acteurs qui sont particulièrement impliqués? Écoutez, il y en a tellement que c'est un peu compliqué de les citer quand même. Donc, puis après, c'est de la pub gratuite, donc il faut quand même faire attention. Mais, sur Mediatico, on peut faire de la pub pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais en volume et en termes de recul, alors je prêchais pour ma paroisse, à vrai dire, les plus anciens sont les financeurs. Ceux qui, comme la banque que je préside par ailleurs. Comme le crédit coopératif, oui, mais, bien sûr. Je suis bien obligé de le dire quand même, c'est qu'en fait, le développement des énergies renouvelables en France doit financeurs d'avoir fait confiance aux structures qui l'ont fait. Donc en termes de volume et d'ancienneté, c'est d'abord là que ça s'est passé, à vrai dire. Après, aujourd'hui, les secteurs dans lesquels les acteurs de l'économie sociale sont très engagés sur ces sujets-là, ils sont très divers. Il y a évidemment les sujets de transformation de l'agriculture et de l'alimentation, avec ceux qui agissent sur le foncier, ceux qui agissent sur le bio, que ce soit en production ou en distribution, les acteurs du réemploi solidaire, bien évidemment, avec parfois des dimensions d'insertion par l'activité économique, ceux qui agissent pour les énergies renouvelables et citoyennes, qui essaient de résister là aussi au rouleau compresseur des autres fournisseurs d'énergie, ceux qui agissent sur les mobilités, et bien évidemment... Alors, j'entends au travers de ce que vous dites qu'il y a pas mal de coopératives qui sont particulièrement à la manœuvre. Là, vous ne les citez pas, mais vous parlez d'Enercoop, vous parlez de Mobicoop, vous parlez... Voilà. C'est vous qui faites de la pub, c'est pas moi. Oui, c'est moi, allez, bien sûr. Mais comme je suis sociétaire de quelques-unes d'entre elles, ça m'embête un peu quand même. Mais oui, il est vrai qu'il y a beaucoup de coopératives qui sont engagées aujourd'hui parce que, par définition, c'est quand même une caractéristique de l'économie sociale, c'est une économie collective. On agit ensemble pour être mieux ensemble. Donc c'est sûr que ceux qui entreprennent dans ces sujets-là choisissent souvent la forme coopérative. Associative aussi, mais beaucoup coopérative, il est vrai. Parce que ça permet de lever de l'argent accessoirement, en fait. Et donc ça veut dire que c'est le collectif qui permettrait peut-être de relever le mieux possible ce défi de la transition écologique et solidaire. Écoutez, on peut tous faire des efforts avec nos petits bras musclés, mais je pense qu'au vu de la nature des enjeux, il est clair qu'il vaut mieux les traiter collectivement. Ouais. Alors on a parlé des acteurs, de certaines familles d'acteurs de l'ESS. Je voudrais bien qu'on parle un peu des territoires. Est-ce qu'il y a des territoires qui vous semblent aujourd'hui le plus engagés pour la transition écologique et solidaire, ou alors peut-être le plus en danger aussi, parce qu'il y a des problématiques territoriales sérieuses qui se posent? Ceux qui sont le plus engagés, c'est souvent caractérisé par l'engagement des collectivités territoriales qui sont dotées de plans de conversion énergétique, des terres agricoles, des transports, etc. Ça c'est sûr et certain. Il y a ceux aussi des territoires qui se sont engagés dans la reconversion industrielle, qui étaient dans les territoires industriels à reconvertir, notamment je pense dans le nord de la France. Il y a toute la région Nord-Pas-de-Calais devenue Hauts-de-France qui sont engagés dans la troisième révolution industrielle qui comporte une très large part de transition écologique. C'était inspiré par Jérémy Rifkin à l'époque. Et puis il y a plein d'initiatives comme ça. Après, il y a des territoires qui sont évidemment menacés parce qu'ils sont géographiquement fragiles. Si on prend en compte les enjeux du réchauffement climatique et s'il y a une montée des eaux dans les années qui viennent, ce qui est a priori probable, c'est clair que quand on vit proche de l'eau, ça va être compliqué. Il y aura forcément des bouleversements. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on voit bien la fréquence aujourd'hui des catastrophes naturelles, des événements climatiques majeurs qui aujourd'hui doivent interroger les collectivités surtout parce que en fait elles ont un vrai sujet, c'est qu'il devient difficile de s'assurer contre ces risques climatiques majeurs.
Et donc ça va forcément pénétrer nos vies, pas forcément que sous des aspects agréables, bien évidemment. Moi, je ne fais pas partie des catastrophistes et des gens qui disent que tout va être noir, qu'on va tous mourir à cause de ça, etc. Nos vies vont changer, il va falloir se protéger différemment, il va falloir être plus prévoyant par rapport à l'avenir. Donc c'est tous ces efforts-là, un peu structurels, qui vont parfois être pénibles, lui aussi, parce que demain, si on se met à payer plus cher son assurance parce qu'on n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les catastrophes climatiques, ça va pas être simple, pas très agréable non plus. Si demain, vous ne pouvez plus emprunter de l'argent de la même façon, parce que ce sera plus cher d'emprunter de l'argent si vous ne prévoyez pas les conséquences de votre activité ou si vous n'avez pas prévu de rénover votre maison par ailleurs pour l'isoler correctement, etc. Il y a des conséquences sociétales qui sont extrêmement lourdes derrière. Alors on a parlé d'action collective, on a parlé de coopérative. Il existe aussi ce qu'on appelle les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE. Est-ce qu'a priori c'est un mode d'organisation qui est une bonne, voire une excellente réponse à ces défis? Tout principe coopératif est une bonne réponse. Voilà. Après, ça dépend des PTCE. Ils ne sont pas tous orientés vers les thématiques que nous évoquons ici, à vrai dire. Il y a des PTCE qui sont très différents les uns des autres. On va voir avec le nouvel appel à projet lancé par le gouvernement pour lesquels PTCE émergent et lesquels d'ailleurs aussi se convertissent, parce que certains existent déjà mais ils vont se transformer. Donc tout ce qui permettra d'allier des acteurs au niveau des territoires qui sont sur des thématiques soit identiques, soit convergentes pour relever des défis sociétaux et environnementaux, je pense qu'il faut évidemment l'encourager. Moi, je crois vraiment que ça partira beaucoup des territoires. Je cherche l'impulsion d'État, avec les grandes stratégies, des financements dédiés. Il en faudra bien évidemment, mais c'est au niveau des territoires que beaucoup de choses se passeront et les PTCE sont une forme d'organisation pour le faire. Alors, sur les territoires, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, et on le voit pendant le mois de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez repéré cette année des initiatives, ici ou là, particulièrement éclairantes, illustratives de ces combats pour la transition écologique ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est vrai que cette année, on note sur les 1800 événements recensés pendant le mois de l'ESS une recrudescence des événements consacrés aux thématiques au pluriel de la transition écologique. On a plus de 250 événements, je crois, sur les 1800 qui sont exactement fléchés là-dessus. À cause de la COP26 ou vous pensez que c'est indépendant ? Non, je pense que c'est indépendant. Personne n'a attendu les résultats de la COP26 pour le faire, de toute façon, donc, ni même, à mon avis, l'augure. Donc je pense que non, c'est un mouvement qui est plus profond que ça. On a par ailleurs une semaine dédiée à la réduction des déchets en partenariat avec l'ADEME. C'est la 4e année qu'on fait ça. On a 90 événements là-dessus. Donc non, objectivement, je pense que les thématiques sont en train de monter fortement. Ouais. Est-ce que ça touche toutes les générations? Est-ce que ça touche plus les villes que les villages? Voilà. Est-ce qu'il y a des logiques ou des dynamiques territoriales qu'on peut ressentir? Je ne peux pas vous le dire en détail, mais en tout cas sur la répartition territoriale, dans les événements recensés, je ne note pas de différence territoriale majeure. Il y a des effets d'entraînement dans certaines métropoles qui ayant des dynamiques sur le sujet entraînent ce type d'événements par ailleurs, mais dans les territoires ruraux aussi, il y a plein d'événements qui sont rattachables à ces dynamiques-là parce qu'elles sont réelles, sensibles et absolument nécessaires dans ces territoires-là aussi. Alors chez ESS France, vous avez aussi pris votre part puisque vous avez lancé un projet qui s'appelle Carteco, avec d'ailleurs le soutien d'Olivier Grégoire, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, au moment du lancement, je crois, au mois de juin. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est Carteco et comment ce projet est arrivé ? Vous savez, en fait, d'abord, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ont une mission qui leur est confiée par la loi de 2014, qui est de recenser les entreprises de l'ESS. Bon, jusque-là, c'est pas super sexy. La question, c'est à quoi sert ce recensement ? Et on s'est rendu compte que ce recensement, il n'était pas toujours aussi qualitatif qu'il le faudrait. Que pour adresser notamment ces sujets-là, on a besoin qu'il soit plus qualitatif. Donc on a décidé de cibler sur les questions de transition écologique une amélioration qualitative de ce fichier. On a lancé avec 7 CRES une expérimentation. On en a présenté les premiers résultats en juin 2021. Et cette carte interactive permet de recenser les entreprises de la transition écologique dont on aurait besoin pour réaliser ces activités, avoir des fournisseurs, etc. On est passé de 1500 entreprises recensées ou structures en juin 2021 à 2700 maintenant qu'on a étendu la carte à toute la France, y compris l'outre-mer. Donc c'est plutôt un beau succès, mais on n'a pas fini de recenser les choses. On a une étude de qualification en ce moment qui permet d'améliorer encore la granularité des informations, donc l'accessibilité à ces entreprises.
Donc aujourd'hui, toute la France est couverte, Oui. parce qu'au démarrage, il y avait certaines régions voilà, Que 7 au départ. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, toute la France est couverte. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver des partenaires, de trouver des acteurs, leurs coordonnées, d'arriver à les contacter. L'objectif, c'est de se rendre visible déjà pour commencer, parce que beaucoup des structures de l'économie sociale et solidaire qui sont engagées là-dessus, comme sur d'autres sujets, à vrai dire, sont pas très visibles en fait. Or, pour se développer, pour faire ce qu'elles ont à faire, il faut qu'elles trouvent des partenaires, des clients, et réciproquement, il faut que des entreprises qui ont des besoins, en fait, et qui, alors soit parce qu'elles veulent satisfaire des quotas, soit parce qu'elles ont des vraies ambitions, elles ont besoin d'accéder à des services. Et plutôt que d'aller voir des très gros prestataires de l'économie conventionnelle, eh ben, c'est bien qu'ils puissent aussi avoir cette alternative. Et donc, c'est cet outil-là que nous avons voulu proposer. Jérôme Sadier, merci pour ces premières réponses et je propose qu'on passe le micro dans le public parce que vous avez probablement vous aussi des questions. Donc c'est le temps des questions du public. Alors vous êtes dans la salle et merci à vous d'être présent avec nous aujourd'hui pour cet événement de Mediatico. Est-ce que quelques-uns ou quelques-unes parmi vous ont une question à poser à Jérôme Sadier autour de cette thématique de la transition écologique, de la part que peut prendre l'économie sociale et solidaire dans ce combat, parce que c'est un combat. Alors on a une question au premier rang. On dirait qu'il n'est pas allumé ou alors il n'est pas très fort, il est allumé. Attends, je vais parler plus fort. En fait, on a parlé de changement et on a parlé notamment de la question des assurances, par exemple pour les ménages qui seraient victimes de catastrophes naturelles et tout ça. Finalement, souvent, on parle de... Pour ne pas que la transition écologique ne reste qu'une incantation, comment on peut envisager justement le déploiement de la finance en faveur de ces actions de transition écologique sur les territoires? Est-ce qu'il existe déjà des cadres vous qui êtes président d'une banque, et quelles évolutions peut-on envisager pour que ça le devienne? Le secteur financier, il est déjà en fait beaucoup plus mobilisé qu'on ne le pense. Ça peut paraître assez curieux, mais à vrai dire, indépendamment des grandes négociations diplomatiques, en fait, le secteur financier aujourd'hui, alors, encouragé par la Banque Centrale Européenne, qui, pour ce qui nous concerne en Europe, est notre régulateur, indépendamment d'ailleurs des instructions politiques, ce qui est encore un autre sujet de débat, est en train de travailler à l'intégration du risque climatique dans les activités financières. Ce qui veut dire que dans quelques mois, ou plus tard quelques années, l'intégralité des activités, notamment celles de crédit, devront intégrer le risque climatique. C'est-à-dire quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, si l'activité productive qu'il a fait peser un risque sérieux sur en matière de dégradation du climat, il faudra qu'il soit pénalisé. Donc soit on ne lui prête pas, soit son taux de crédit est plus cher. Exactement. À l'inverse, il y a ceux qui, d'ores et déjà, dont ma banque fait partie, bonifient ceux qui, au contraire, veulent avoir par leur activité un effet positif. Des prêts à impact, entre guillemets, donc, où là, la bonification, donc, est dans le sens inverse, on réduit le taux d'intérêt en fonction des engagements pris et au-delà de ça, la réalisation, bien évidemment, des indicateurs qui étaient prévus au départ. Donc, je pense que là, tout l'univers financier est en train de s'y convertir. C'est pas sans poser de problème et de questions. Je pense que l'emballement autour de la finance verte, il est réel parce que derrière, il y a beaucoup d'industries, d'infrastructures, etc. Donc le secteur financier s'inquiète de ce qu'il va faire demain dans le financement d'équipements routiers, ferroviaires, de la construction de nouvelles usines, de l'immobilier de bureaux, etc. Les enjeux sont évidemment très importants. Je ne voudrais pas que ça délaisse par contre de la finance solidaire. Parce qu'on voit bien qu'il y a des années d'efforts pour rien sur la finance solidaire au niveau européen. On essaye d'avoir une définition, ce qu'on appelle une taxonomie de la finance solidaire. On n'y arrive pas parce que ça n'emballe pas tous les États. Au niveau européen, parce qu'au niveau français, la finance solidaire, ça marche bien. Mais on voit bien que par contre, sur la finance verte, la Commission européenne avec la BCE se sont engouffrés dans le truc. Et ça devrait aboutir finalement beaucoup plus vite que les questions de finance solidaire. Et ça m'inquiète vraiment. Et le deuxième sujet qui m'inquiète un peu, c'est qu'il ne faudrait pas que ça aboutisse à une pénalisation des personnes. En tout cas, une pénalisation excessive. Vous savez, dans la plupart des risques qu'on a eu, auxquels on a eu à faire face, notamment les risques liés à la santé, par exemple, ont été mutualisés dans nos pays.
particulièrement en France. On ne demande pas aux gens d'être totalement responsables de ce qui leur arrive, y compris lorsqu'ils en sont responsables, on va dire. Parce que vous vous rendez chacun les autres responsables de vos maladies à certains égards. Hein. Parce qu'on fume, parce qu'on ne fait pas assez d'exercice, parce qu'on se contamine dans diverses circonstances, etc. On n'est jamais individuellement totalement responsable de ses actes. La vraie question sur ces sujets-là, c'est est-ce qu'on doit être totalement individuellement responsable des dangers qu'on fait peser sur notre environnement du fait de notre inaction climatique, des choix qu'on fait en matière d'énergie, de transport, j'en passe et des meilleurs. Ça va être un vrai sujet parce que c'est potentiellement un facteur de creusement d'inégalités, d'incompréhension aussi, voire même de révolte, qu'il va bien falloir maîtriser. Donc il faut qu'on garde la capacité à, pour partie au moins, mutualiser le risque qui pèse sur la transition écologique. Merci Jérôme Sadier. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Une autre question? Je ne comprends pas. Ah, je vais tomber. Effectivement. Merci. Merci Manon. Alors, ça aurait été un accident du travail, c'est la sécurité sociale qui mutualise. Bon, y a-t-il une autre question dans la salle pour Jérôme Sadier? Je voulais savoir dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire porte dans ses gènes la question écologique. C'est une excellente question à laquelle j'ai une réponse assez claire. Je pense qu'elle ne le porte pas dans ses gènes, en fait. C'est pas si simple que ça. Il n'y a pas grand monde qui porte d'ailleurs grand-chose dans ses gènes, à vrai dire, je pense, fondamentalement. Je pense même que quand on dit qu'on est économie sociale et solidaire, je ne suis pas sûr qu'on soit solidaire dans les gènes. Et je pense même qu'au contraire, il vaut mieux que ce soit politique plutôt que dans les gènes. Et ce que l'ESS a construit dans toutes ces formes d'activité et ces formes d'organisation, elle ne l'a pas construit comme ça parce que c'était inné, etc. Donc au contraire, ce sont des constructions politiques. La prise de conscience en matière de transition écologique, elle est plutôt récente, à vrai dire. Je pense qu'elle date d'à peine une dizaine d'années, à vrai dire, de manière un peu collective. Mais par contre, elle progresse de manière extrêmement rapide. Et notre capacité est, je crois, plus grande que dans d'autres secteurs de l'économie conventionnelle à allier différentes dimensions. De la mesure où le profit ne passe pas avant le reste, ça permet de libérer un peu de temps, d'énergie et de moyens pour essayer d'agencer, on va dire, les différentes dimensions de nos activités, y compris celles qui sont relatives à l'impact de nos activités. Et le temps d'avance qu'on a, je pense, pour le coup, c'est pas génétique, mais c'est le caractère intentionnel de ce que nous faisons. Vous savez, dans les débats sur l'économie à impact, sur la RSE, sur les externalités, etc., beaucoup trop d'entreprises encore aujourd'hui, malgré leur prise de conscience, se contentent de corriger ou de compenser les effets négatifs sur l'environnement, sur la cohésion sociale, sur l'emploi territorial, tout ce qu'on veut, etc. Nous, notre sujet, c'est pas la compensation. C'est la recherche intentionnelle d'avoir un impact. Voilà. Donc, et c'est totalement lié la plupart du temps à nos activités. Donc ça, je crois que c'est vraiment, pour le coup, dans nos principes. Et par contre, l'articulation entre les différents principes qui constituent l'économie sociale et solidaire, encore une fois, dans toute sa diversité, parce qu'elle est vraiment très diverse, en termes de taille, d'activité, d'implantation, etc. Je crois que ça progresse assez vite et le terreau est plutôt favorable, si on doit prendre cette métaphore. Et dans la déclaration politique que nous allons adopter à ESS France le 10 décembre prochain, l'écologie fait partie des principes qui sont mentionnés dans nos raisons d'agir. Voilà. Certaines entreprises se donnent des raisons d'être, nous affirmons des raisons d'agir. Le 10 décembre, congrès de ESS France. Le congrès de l'ESS, pas que de ESS France, le congrès de l'ESS, au Collège des Bernardins, toute la journée. Avec derrière une dynamique qui s'appelle la République de l'ESS et qui expliquait un petit peu ce que c'est que cette dynamique. Ah, la dynamique République de l'ESS, écoutez, elle est née il y a 1 an et demi maintenant, on était en sortie de confinement. Et je suppose que chacun se souvient de la floraison de tribunes, de déclarations d'amour quant au monde d'après. Tout le monde a dit, oula, mais plus jamais sera rien comme avant, le monde va forcément changer, on va devenir plus conscient, etc. À titre totalement personnel au départ, il m'a semblé que l'enthousiasme était une bonne chose, mais qu'il fallait aussi parfois être un peu raisonnable et rationnel. Je ne crois pas que le monde d'après surgit tout seul comme ça. Voire même, je pense que de la situation dans laquelle nous sommes peut surgir le pire.
pour notre démocratie avant tout, et puis au-delà de ça, sur les choix économiques et sociaux que nous faisons. Donc mon alerte était, si vous voulez vraiment qu'il y ait un monde d'après, il va falloir prendre conscience de 2-3 trucs, et puis essayer de les changer. Et en appelant par ailleurs les acteurs de l'ESS à prendre leur part. Les acteurs de l'ESS, ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas majoritaires dans notre pays, encore moins dans le monde, mais ils ont des responsabilités, parce qu'ils sont depuis, pour certains, très longtemps, des parties prenantes en fait du contrat social français, de la façon de faire vivre le pacte républicain, parce que c'est eux qui ont inventé la protection sociale, c'est eux qui ont inventé la plupart des outils de cohésion sociale, qui ont inventé certaines formes d'éducation dans notre pays, et j'en passe des meilleurs. Et donc je me suis permis de dire qu'on avait intérêt dans les années qui viennent à être plus au cœur du jeu républicain, non pas pour dire on fait de république autonome, autogérée, avec que les acteurs de l'ESS, mais dire au contraire, nous sommes dans la République et le débat politique doit tenir compte de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait depuis des dizaines d'années, parfois depuis plus d'un siècle, et de ce que nous avons à faire pour demain. Et demain, nous avons à être considérés comme des acteurs du jeu républicain à part entière, considérés par les responsables politiques, considérés par les acteurs financiers, considérés par ceux qui décident et conçoivent les politiques sociales, etc., etc. Donc c'était un appel. On a fait une phase de contribution avec n'importe qui pouvait contribuer, y compris des partis politiques qui l'ont fait d'ailleurs. On a fait des agoras sous forme de webinaires, principalement vu le contexte, où on a décliné pas mal de thèmes. Je ne sais plus combien on a fait d'agoras à ce jour. Et ça va culminer avec cet événement le 10 décembre prochain, adoption de déclaration politique qui fixe pour la première fois, parce que ça n'existait pas en fait, on a des statuts, il y a une loi qui donne les principes juridiques qui matérialise l'économie sociale et solidaire, mais il n'y avait rien qui expliquait au nom de quoi on fait les choses. Et dans le moment, il m'a semblé que c'était pas une mauvaise idée que l'ESS dise au nom de quoi elle veut faire les choses dans le débat économique, environnemental, social, politique, comme d'autres entreprises se sont saisies de la loi Pacte pour affirmer des raisons d'être, etc. Et nous, on a intérêt aussi, je crois, à affirmer ce qui nous motive, depuis notre fondation, quelle que soit la structure de l'économie sociale, même la coopérative qui vous apparaîtrait la plus banalisée qui soit, à l'origine, elle avait une ambition qui dépassait largement son activité. Dernière question, parce qu'on a parlé des coopératives, des associations. C'est vrai que historiquement, l'économie sociale et solidaire s'est construite avec ces familles-là, avec les mutuelles et avec les fondations aussi. Et il y a une autre famille qui est arrivée dans la loi de 2014, qui est celle des entrepreneurs sociaux. Et il y en a pas mal ici à La Ruche. Comment est-ce que vous regardez leurs initiatives qui pullulent pour essayer de relever là aussi de nouveaux défis liés à la transition écologique et sociale ? Alors d'abord, je ne sais pas si c'est une famille, et si ce n'est pas une, c'est pas grave. Parce qu'à vrai dire, en fait, dans les entrepreneurs sociaux, il y a des formes différentes. La plupart sont sous forme associative, pour commencer. Certains sont sous forme coopérative, d'autres sous forme de société commerciale avec une labellisation, un agrément ESUS, pardon, ou des règles qui sont celles de la loi de 2014. Donc en fait, il y a une diversité entrepreneuriale là-dedans qui... pas toujours facile à regrouper dans une famille entre guillemets, mais il est vrai qu'ils sont représentés en tant que tels dans l'ESS France, et je crois que c'est un peu l'aile marchante aujourd'hui, celle qui incarne, alors parfois ça vaut des débats intéressants entre acteurs de l'ESS, ils incarnent une forme de radicalité entrepreneuriale qui, je crois, est nécessaire à l'ESS d'abord, et puis au reste du pays par ailleurs. Tous ne réussiront pas plus que tous les autres entrepreneurs qui ont pignon sur rue aujourd'hui ne sont pas passés par des phases difficiles parfois aussi, mais ça c'est la vie. Et donc mon sujet à moi, c'est qu'on ait des écosystèmes suffisamment structurés dans l'économie sociale et solidaire, par secteur d'activité, par territoire, etc., qui permet de les aider à grandir. Voilà. Parce qu'on sait aussi que dans la vie d'une entreprise, les 2-3 premières années sont rarement les plus simples. Parfois après ça l'est aussi compliqué, mais c'est en principe au début que c'est compliqué vraiment. Et donc c'est dans cette phase-là qu'on a un effort collectif à faire et encourager ceux qui aujourd'hui entreprennent avec les meilleures intentions, parfois des idées excellentes, des moyens renouvelés. Il faut qu'on leur donne les moyens d'agir et c'est un peu une responsabilité collective me semble-t-il. Merci beaucoup Jérôme Sadier d'avoir été avec nous sur cet événement de Mediatico. Vous pouvez l'applaudir. Et on va passer à la deuxième partie de cet événement, les pitchs, c'est-à-dire les présentations d'initiatives locales en faveur de la transition écologique.
Alors, on va découvrir maintenant 3 projets concrets, dont 2 qui sont incubés ici par la Ruche Paris, qui montrent comment l'économie sociale et solidaire se préoccupe chaque jour des enjeux de transition écologique et sociale. Et l'objectif, c'est évidemment de dire que nous, on n'a pas attendu que les chefs d'État prennent ou pas une décision sur un sommet international comme la COP26. Nous, on agit déjà. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça chez Mediatico. Je vais vous proposer de voter pour un des 3 pitchs que vous allez entendre. Et pour ça, je vais vous donner un outil. C'est votre téléphone portable. Avec votre téléphone portable, vous allez aller voir le site qui s'appelle VoxVote. VoxVote, donc vous allez donner votre voix au moment du vote, on est d'accord. Et l'adresse, l'URL que vous allez taper dans votre navigateur, c'est live.voxvote.com. Et quand vous serez dessus, vous aurez un code à 6 chiffres à rentrer. Et lorsque vous rentrerez ce code à 6 chiffres, vous pourrez voter pour l'un des 3 projets qui vont pitcher tout à l'heure. Ça vous permettra de déterminer quel est le coup de cœur du public aujourd'hui pour les 3 projets de ce soir. Et donc, on va maintenant accueillir tour à tour ces 3 projets qui vont venir se présenter. Moi, je vais descendre de scène. Et puis, la place est à d'abord Laure Mardoc, qui est fondatrice de CapVeggie. Vous allez voir, elle va vous parler de cuisine végétale et de formation professionnelle. Vous pouvez déjà l'applaudir pour l'encourager. C'est parti, là. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Mediatico de me permettre d'intervenir ici. Je suis ravie de vous parler de CapVeggie. Et d'abord, on va tous se mettre dans le bain-marie. Alors, imaginez-vous, vous êtes chef de cuisine. Ce matin, vous enfilez votre veste, vous vous mettez derrière les fourneaux. Vous êtes par exemple l'un des 61 000 chefs de cuisine de restauration scolaire en France. Et là, vous vous mettez derrière vos fourneaux et pas d'inspiration. C'est le jour du menu végétarien hebdomadaire, mais on ne vous a jamais appris à sublimer le végétal. Et aujourd'hui en France, la formation initiale des 760 000 professionnels de la restauration ne les prépare pas à répondre à la demande croissante d'une clientèle flexitarienne ou végétarienne qui représente pourtant 25% de la population française. Or, on le sait, on le sent, on le pressent, on l'a vu tout à l'heure, on est au début d'une transition agroalimentaire, d'une transition écologique inouïe. Et dans cette transition agroalimentaire, les chefs ont un rôle crucial à jouer parce qu'ils ont un double impact. Le premier, sur le modèle agricole par leurs achats, et le deuxième, sur nos habitudes alimentaires par leur production. Et donc, on a un effet aussi massif parce que, justement, à chaque fois qu'on forme un chef, et notamment en restauration collective, en restauration scolaire, quand on forme un chef, c'est des milliers de repas ensuite par semaine qui vont être végétariens. Donc, former ces chefs au végétal, c'est le rôle de CapVeggie. CapVeggie, c'est la formation des chefs au végétal. J'ai développé cette année une formation pilote autour de 5 recettes ultra populaires en restauration collective. Pourquoi d'abord cette restauration-là? Parce qu'aujourd'hui, elle est au premier chef, au premier lieu de cette transition avec des obligations légales. C'est le fameux un menu végétarien par semaine. Et en formant 17 chefs, c'est 10 000 repas végétariens par semaine qui sont basés sur ces recettes et qui sont transmis aux générations futures. C'est un effet de levier massif, c'est aussi un effet de long terme parce que les générations futures, dès maintenant, apprennent à aimer les menus végétariens et connaître et apprécier les légumineuses. Donc voilà ce qu'est le CapVeggie. Le but à terme, c'est de créer une plateforme digitale d'accompagnement pour les chefs. C'est aussi de créer une école de formation avec des formations à la carte ou complètes pour être certifiantes. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour aller voir vos restaurants d'entreprise, mais aussi vos bistrots de quartier pour les inciter à faire plus de menus végétariens parce qu'on en a vraiment besoin, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé. Et si jamais ils ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas comment faire, dites-leur que CapVeggie est là pour les soutenir, pour soutenir leur démarche et les aider concrètement. J'ai aussi besoin de vous et merci Mediatico de révéler toutes ces bonnes initiatives parce que on a besoin d'être fédérés, on a besoin d'être ensemble pour que cette transition écologique, cette transition agroalimentaire, elle soit incontournable et elle soit de plus en plus forte. Donc, bravo pour vos engagements et votre résistance pour bâtir un monde plus souhaitable tous les jours. Bravo à Mediatico et en avant avec CapVeggie
pour que notre restauration, notre gastronomie, nos restaurants soient toujours plus végétales et donc plus durables. Bravo aussi Laure Mardoc, bravo à Cap Veggie, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Alors on va passer le micro à Tanguy de Gromard qui est derrière. Allez, vous allez échanger le micro avec lui effectivement. Tanguy de Gromard, il est cofondateur d'Ethicado et donc avec lui on va parler à la fois de cartes cadeaux éthiques et puis on va parler de Noël forcément parce que voilà, on est à 4 semaines de Noël. Tanguy, 4 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Mediatico pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Donc je suis Tanguy, cofondateur d'Ethicado. Ethicado, nous sommes une coopérative à but non lucratif qui a pour mission de favoriser une consommation plus respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. Et pour cela, on a créé un support qui est la première carte cadeau française, multi-enseigne, des enseignes écologiques et solidaires. Alors pour reprendre un petit peu l'histoire d'Ethicado, la genèse du projet, moi je ne faisais pas partie de cette histoire-là à ce moment-là. C'est celle de mon associé Séverin Prats, qui est le président d'Ethicado, qui en fait dans son précédent emploi avait un cadeau à faire pour un pot de départ d'un collègue et qui du coup s'est dit je ne sais pas exactement ce dont il a besoin, donc je vais lui acheter, on va essayer de lui acheter une carte cadeau. Comme ça il achètera ce qu'il veut et puis ça correspondra à ses besoins du quotidien, etc. Sauf qu'en fait, jusqu'ici l'histoire elle est somme toute assez banale, mais en fait ce collègue il avait des modes de consommation un peu différents. Et il préférait justement soutenir les acteurs de l'ESS dans ses achats du quotidien pour ses produits qu'il achète au jour le jour. Et c'est là qu'ils ont commencé, donc c'est vrai avec ses autres collègues, ont commencé à regarder si ça existait une carte cadeau justement des acteurs de l'ESS, du réemploi, du zéro déchet, etc. Et justement ça n'existait pas. En creusant un peu plus, Séverin, du coup, pour revenir à lui, s'est rendu compte que le marché de la carte cadeau, c'était un marché assez important en France qui représente plus de 3 milliards d'euros. Distribués chaque année sous forme de carte cadeau. Et là, il s'est dit, le constat, ça a été, c'est quand même très dommage que toute cette manne financière, elle profite uniquement aux cartes multi-enseignes classiques et donc aux acteurs, aux grandes enseignes qu'on connaît, que je ne citerai pas, de la grande distribution, et pas aux acteurs de l'ESS. Et c'est là que du coup est né Ethicado. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et donc, on a lancé cette carte. Aujourd'hui, Ethicado, depuis en fait, ça a été lancé en 2019. C'est plus de 200 enseignes partenaires, donc sous format coopératif. Justement, je suis tout à fait d'accord avec la force de l'élan collectif qu'on peut avoir dans ce cas-là. Et qui permettent en fait, donc c'est des enseignes très diverses et variées. Il y a des enseignes des commerces de proximité engagés, il y a des enseignes e-commerce et web, il y a également des enseignes qui proposent plutôt des expériences et des éco-gestes pour initier ou continuer sa transition écologique. Et il y a également la possibilité de faire un don à une association, à plusieurs associations d'intérêt général. Depuis ces 2 ans et demi, Ethicado, c'est du coup même plus de 2 millions aujourd'hui d'euros crédités sur des cartes et qui donc ont été directement réorientés. Alors pas complètement si on reprend stricto sensu la définition de l'ESS, mais on a 78% de ces montants qui sont réorientés vers les acteurs de l'ESS selon la définition légale, y compris du coup les acteurs depuis la loi de 2014. Donc voilà. Et on a essayé de continuer. Nous, c'est comme ça qu'on essaye du coup de soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur les territoires partout en France. Et aujourd'hui, on essaie de continuer ça, de continuer à gonfler ce chiffre-là pour toujours réorienter plus de moyens vers ces acteurs-là. Et donc, nous, on fait appel, alors on propose aux entreprises d'abord, et notamment aux comités d'entreprise, d'offrir des cartes Ethicado à leurs parties prenantes professionnelles, que ce soit leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs, etc. D'ailleurs, le Crédit Coopératif aussi achète des cartes Ethicado pour différentes parties prenantes. Mediatico aussi. Mediatico également, bien sûr, pour les pots de départ des alternants, des stagiaires, pour Noël, etc. Et puis on invite aussi les particuliers qui veulent faire découvrir un peu justement tous ces acteurs à leurs proches, à pouvoir créditer le montant de son choix sur une carte Ethicado et l'offrir à Noël ou à d'autres occasions. Ça permet des proches qui sont intéressés déjà, sensibilisés ou pas, de faire le pas d'aller voir ces acteurs-là et de les soutenir au quotidien dans ce temps de crise qu'on connaît pour les commerçants. Merci beaucoup Tanguy de Gromard et bravo à Ethicado, vous pouvez l'applaudir.
Et on va inviter maintenant Émilie Reynaud, fondatrice de Last Call. Elle va nous parler de produits ménagers et elle va nous parler aussi de gaspillage alimentaire. Bonjour, merci de me recevoir aussi. Moi, je voulais commencer mon intervention en vous posant une question, qui est plutôt une question rhétorique, je vous l'avoue, mais est-ce que vous saviez qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est jetée à la poubelle ? Alors moi, en fait, de base, je ne le savais pas du tout. Et c'est pendant que j'ai fait un échange en Erasmus en Irlande, quand je distribuais des invendus alimentaires à des étudiants, que je m'en suis aperçue. Donc aujourd'hui, j'ai 25 ans, mais imaginez-moi, à 20 ans, jeter des kilos et des kilos de nourriture à la poubelle chaque soir, parce que j'avais aucune solution pour valoriser cette nourriture. Mais pas besoin de prendre un billet d'avion direction Dublin pour s'apercevoir de l'ampleur du gaspillage alimentaire. En France, chacun d'entre nous jette par an l'équivalent de 150 kilos de nourriture à la poubelle. Alors, le gaspillage alimentaire, c'est un scandale social, mais le gaspillage alimentaire, c'est aussi un fléau écologique. Parce qu'en fait, pour produire cette nourriture, on utilise de l'eau, on utilise de la terre, donc on déforeste et on abat des arbres et on émet du CO2. Et en fait, on émet du CO2 pour qu'un tiers de tout ce qu'on ait produit, on le jette à la poubelle. Alors, je suis partie de ce constat et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces aliments qu'on a déjà produits, mais qu'on jette, du coup. Et donc, j'ai une solution que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Last Call. Est-ce que vous avez déjà imaginé une litière pour chat fabriquée à partir d'invendus de pain ? Last Call propose aux consommateurs qui placent l'écologie au cœur de leur consommation des produits ménagers simples et faciles à utiliser, fabriqués à partir d'aliments gaspillés. Alors comment ça fonctionne concrètement? C'est un petit peu bizarre peut-être pour certains, mais au final c'est assez simple. En fait, il faut savoir que dans les produits ménagers, si je vous donne un exemple, on a par exemple une substance qui est dégraissante qui s'appelle le citral. Et en fait, cette substance, ça vient tout simplement du citron, c'est dedans, c'est dans le nom. Et en fait, ce que je fais avec Last Call, c'est à la place d'utiliser des nouveaux produits, donc de produire des nouveaux citrons ou alors d'utiliser des substances de synthèse, on va utiliser des aliments qui devaient être jetés, qui devaient être gaspillés, donc là en l'occurrence des citrons, qui devaient être jetés, alors que ces produits ont encore toutes ces substances et ces actifs dégraissants utiles à en faire un produit ménager. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec Last Call? On est en train de développer le premier produit qui est un spray nettoyant multi-usage fabriqué justement à partir de citrons qui devaient être gaspillés. Et demain, l'idée, c'est de faire une gamme complète de produits ménagers fabriqués à partir d'aliments gaspillés. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que on est beaucoup en France, on est des millions en France à avoir toutes ces valeurs environnementales, mais pour arriver à ce qu'il y ait encore plus de personnes qui se tournent vers l'environnement, vers une consommation plus responsable, on a besoin de fabriquer des produits qui soient efficaces, qui aient du sens, qui soient simples d'utilisation pour que la consommation responsable devienne facile. Et donc, je voulais vous dire aujourd'hui que moi, dans Last Call, j'en ai plein des idées. Je travaille tous les jours sur le projet, mais aujourd'hui, je suis en train d'essayer de trouver des laboratoires pour m'aider à formuler et à travailler sur la partie technique du produit. Donc, comment transformer ce produit qui devait être gaspillé en super spray nettoyant multi-usage. Et donc, si vous avez des connaissances, si vous-même, vous travaillez dans des laboratoires, ou alors, si vous êtes formulateur, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez relever le défi de faire des produits ménagers fabriqués à partir d'invendus alimentaires. Et donc moi, je m'appelle Émilie Reynaud, je suis la fondatrice de Last Call et j'ai fondé Last Call pour créer des produits qui respectent nos valeurs environnementales et qu'on n'ait plus à choisir entre respect de l'environnement, plaisir, mais que nos choix soient justement un engagement pour avoir une planète plus green, tout simplement. Bravo Émilie Reynaud, bravo à Last Call, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous proposais tout à l'heure, c'était de voter pour l'un des trois projets qui ont pitché devant vous ce soir. Alors, voter, c'est simple. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur le site live.voxvote. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est .quoi après? C'est .com. Voilà, .com, ce serait dommage de se tromper. Et alors là, on vous demande un code à 6 chiffres, normalement. Est-ce qu'on est d'accord? On vous demande un code à 6 chiffres. Alors, je vous donne le code à 6 chiffres. 168 599. 168
599. Vous arrivez du coup sur la page ouverte par Mediatico qui vous permet de voter pour l'un des 4 projets qui devaient pitcher ce soir. Il y en a un qui n'a pas venu parce que voilà, on a un cas contact Covid. Donc du coup, French Impact n'a pas pu venir pitcher ce soir. Mais vous pouvez voter entre Laure Mardoc pour Cap Veggie, Tanguy de Gromard pour Etikado ou pour Émilie Reynaud Last Call. Et vous avez donc, je sais pas, on va dire 30 secondes, parce qu'il y a juste un bouton à cocher pour savoir si, voilà, quel est votre coup de cœur. Il faut que je redonne le code. Alors, je redonne le code. Le code, c'est 168 599. L'adresse, c'est live.voxvote.com. voxvote.com. Live comme Mediatico Live, je ne sais pas comment on peut dire, LIVE. Voilà. Donc live.voxvote.com avec le code à 6 chiffres 168 599. Et on a avec nous Manon qui va regarder, Manon Bozek de Mediatico qui va regarder en direct les résultats de vos votes quand vous aurez terminé. Ça va nous prendre quelques secondes encore. Et vous aurez ainsi déterminé votre coup de cœur pour ce soir. Entre donc Cap Veggie, Etikado et Last Call. Alors, est-ce que les votes sont terminés dans la salle? Donc, je vois encore 2 personnes qui sont penchées sur leur téléphone. Qu'est-ce que j'entends? Ça marche pas? Yeah. Ah, ça s'actualise tout le temps, d'accord. Alors ça doit être une question de navigateur au téléphone. Je rappelle que c'est la première fois qu'on utilise ce dispositif, donc on est en train de tester des formules de vote. Voilà. Et puis on va monter aussi en compétences chez Mediatico pour ce type d'usage. Mais évidemment, j'y vois tout l'intérêt de Mediatico à mettre en avant des projets de terrain et à faire voter le public pour des coups de cœur, ce qui évidemment ne retire rien aux autres. Mais c'est intéressant de savoir quels sont les projets qui s'expriment le mieux et puis qui répondent le plus aux attentes du public. Tout le monde a voté? Manon Bozek de Mediatico, on va lui passer un micro pour qu'elle nous dise quel est le projet qui a reçu ce soir votre coup de cœur, à vous le public de Mediatico. On est à 50-50. Je suis désolée. Donc, entre Laure et Tanguy, bravo. Donc, Laure Mardoc pour Cap Veggie, Tanguy de Gromard pour Etikado. Et je vous propose qu'on applaudisse aussi Émilie Reynaud pour Last Call, parce qu'elle a mérité vos applaudissements, même si ce n'est pas elle qui a reçu votre coup de cœur. Merci beaucoup à vous. Voilà, alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser ensuite les vidéos des pitchs que vous avez fait ce soir sur mediatico.fr pour vous donner de la visibilité, parce que je sais que vous avez tous et toutes besoin de visibilité. Et on va pouvoir maintenant passer au 3e temps de la soirée, c'est-à-dire notre table ronde. Alors on va maintenant croiser les regards autour de cette table ronde pour voir si tout le monde fait sa part pour le climat. Vous savez que les entreprises et les institutions représentent 75% des émissions de CO2 sur la planète, contre seulement 25% pour les particuliers. Alors ça ne doit évidemment pas exempter les citoyens de faire leur part du travail, mais j'ai quand même eu envie d'interroger des personnes engagées dans l'économie sociale et solidaire et qui travaillent ou qui représentent ces différentes familles, les politiques, les entreprises, les associations et les réseaux de l'économie sociale et solidaire. Je vais donc inviter maintenant Florentin Létissier, Xavier Corval, Aurore Médieux et Maxime Guedet à nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue à eux, vous pouvez les applaudir également.
Et Xavier Corval va nous rejoindre. Maxime, venez juste ici le temps que Xavier arrive. Je l'ai vu, il est arrivé, il a dû aller accrocher ses affaires dans un coin. Alors, il faut que je vous les présente quand même. Florentin Laetissier, lui, il est adjoint à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet, parce qu'à la ville de Paris, on a des titres à rallonge. Aurore Médieux, à côté de moi, elle est responsable de transition écologique et économie circulaire chez ESS France. Donc Jérôme Sadier nous a déjà présenté ESS France tout à l'heure. Et en fait, Aurore, elle est en particulier responsable de Carteco, justement l'outil dont on parlait tout à l'heure. Maxime Guedet, à côté de moi, lui, il est coordinateur de l'association culturelle Arviva. Voilà, Arviva, c'est une équipe qui invite en fait les métiers du spectacle vivant à être plus respectueux de l'environnement. Donc il va nous dire comment. Et puis Xavier Corval, tout à l'heure, qui va nous rejoindre. Il est président fondateur d'Ecosphère. C'est une entreprise sociale qui réalise plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec les entreprises en les aidant à réduire leur gaspillage. Et il a aussi rédigé plusieurs amendements pour la loi climat et résilience cette année. Il nous dira comment il a travaillé. Mais je vous invite d'abord à retirer vos masques sur ce plateau. Comme ça, on va découvrir vos visages et on va apprendre à mieux se découvrir. Mais dans la salle, vous restez masqués, bien sûr. Et on commence par Florentin Laetissier parce que la ville de Paris a reçu cette année, il y a quelques jours seulement, pendant la COP26, un prix, le prix ONU Climat. Et donc, je veux bien qu'on comprenne un petit peu ensemble ce que fait précisément la ville de Paris au regard du climat et au travers notamment de la délégation qui est la vôtre, celle de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Déjà, merci à Mediatico pour l'invitation et bravo pour cette belle émission. Alors, vous expliquez en très peu de temps tout ce que fait la ville pour l'environnement et le climat, c'est un défi. Je ne sais pas si je vais parvenir à le relever, mais je pense que c'est important d'insister sur le fait que c'est une stratégie globale qui est notamment contenue dans un document qui s'appelle le plan climat air énergie de Paris, où en fait on a des grands objectifs. Alors on va recommencer, Florentin, on dirait qu'on a un problème de micro et pour le bien de l'émission on va recommencer au début. Donc Florentin Laetissier, voilà, donc que fait la ville de Paris pour le climat? Comment est-ce qu'elle s'engage précisément? Et on redémarre à zéro. Très bien. Alors tout d'abord merci donc à Mediatico pour l'invitation et bravo pour cette belle émission. Donc c'est vrai que c'est difficile de résumer en quelques minutes tout ce que fait la ville de Paris sur ces sujets si importants. Peut-être dire quand même que c'est une stratégie globale qui est contenue dans un document cadre qui s'appelle le plan climat air énergie de la ville, avec des grands objectifs chiffrés, par exemple l'objectif d'être à 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Donc ça c'est comme dans les COP, hein, on a des grands objectifs à horizon de plusieurs décennies, mais après c'est une déclinaison concrète de différentes politiques publiques sur différents sujets, des sujets liés par exemple à la gestion de l'espace public qui impactent évidemment les questions de pollution de l'air, hein. Quand on fait plus de pistes cyclables, plus de place aux piétons, bah, évidemment c'est bien pour le climat, des sujets de végétalisation aussi de l'espace public, de nature en ville, des sujets bien entendu aussi d'économie circulaire dont moi j'ai la charge. Donc là l'objectif c'est d'encourager ces nouveaux modèles économiques qui sont beaucoup plus économes en ressources naturelles et puis de donner une seconde vie aux déchets qui sont produits et qui demeurent bien trop nombreux. Alors les encourager, ça veut dire quoi? C'est une politique de subvention, c'est de la visibilité. Quels sont les outils qui sont à la disposition d'un adjoint à la maire de Paris? Alors, moi, je fais du développement économique sur ma délégation. Je n'ai pas en charge, par exemple, les services de la propreté de la ville qui sont en charge de ramasser toutes les poubelles et puis de gérer les collectes sélectives chez les particuliers. Moi, je fais du développement économique avec mes équipes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des acteurs économiques, comme ceux qu'on a vus juste avant, qui ont pitché, qu'on reçoit, qui viennent nous voir, on écoute leurs projets et puis on les encourage, on les soutient. On a plusieurs leviers pour faire ça. On peut les aider à accéder à des locaux parce qu'à Paris c'est une ville chère, donc voilà, on a un parc immobilier dans nos bailleurs sociaux. On a aussi la possibilité d'intervenir auprès de promoteurs privés dans le cadre d'opérations d'urbanisme. On a des outils directement financiers d'intervention, donc ça c'est tous les outils de subvention, mais on travaille aussi avec des partenaires, par exemple Paris Initiative Entreprise, qui ont des outils de crédit préférentiels pour les acteurs économiques. On a des outils de communication d'événements, à la fois la ville de Paris elle-même, mais aussi des acteurs comme la Maison des Canaux, dont on est le principal financeur. Donc voilà, on a tout un ensemble d'outils. On a des événements emblématiques, hein. Hier soir, c'était les trophées de l'économie sociale et solidaire. On a récompensé notamment aussi des acteurs qui sont à la fois ESS et économie circulaire pour les visibiliser auprès de la population, les faire connaître, pour essayer justement de faire passer un message et de massifier un certain nombre de pratiques vertueuses pour la planète.
Alors, si la ville de Paris a reçu un prix ONU Climat, c'est parce qu'elle a réussi, d'après les arguments de l'ONU, à réduire de 25% les émissions de CO2 à Paris depuis 2007. Alors c'est intéressant de comprendre quelle est cette stratégie, quelle est cette impulsion politique, et puis comment est-ce que ça s'incarne en matière de développement économique auprès des structures, celles qui sont à la ruche, celles qui sont un petit peu partout dans Paris, dans les incubateurs, dans les tiers-lieux aussi. Voilà, comment est-ce qu'on pousse l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire à relever ces défis de transition écologique et sociale? Mais je crois que c'est important, en tant que collectivité publique, d'essayer de donner une direction, un cap clair aux acteurs économiques. Souvent, on dit qu'une bonne politique économique, c'est une politique qui donne de la visibilité aux acteurs pour leur permettre aussi de donner une direction à leur investissement et à leur activité. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers un certain nombre de politiques publiques. Et donc nous, on a choisi de mettre l'accent sur un certain nombre de filières dans l'économie circulaire au sein desquelles on veut faire monter en puissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ces filières prioritaires dans le cadre de ma délégation, elles sont au nombre de 5. On a une filière autour du bâtiment très important, c'est l'isolation des bâtiments, c'est les nouvelles manières de construire, etc., les chantiers zéro déchet. On a des enjeux sur se passer de plus en plus des emballages jetables et notamment du plastique jetable. Donc c'est toutes les filières de consignes, de vrac notamment. On a la filière des D3E, donc électronique, numérique, électroménager. Comment est-ce qu'on reconditionne, comment est-ce qu'on répare, comment est-ce qu'on fait du réemploi. On a toute une filière autour de la logistique bas carbone dans une ville aussi dense que celle de Paris. Et puis on a une filière du textile. Paris, ville historique de la mode, du textile, comment on fait la transition vers des modèles plus vertueux. On sait que le textile, ça consomme énormément d'eau, on consomme des vêtements qui sont souvent produits à l'autre bout de la planète, donc en termes d'émissions de CO2, c'est très fort. Et puis il y a une autre filière prioritaire quand même, c'est l'alimentation. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup plus partagé parce qu'on a aussi une délégation spéciale à l'alimentation dans l'exécutif parisien sur cette mandature. Merci Florentin Létissier. On va se tourner vers Xavier Corval. Xavier qui nous a rejoint. Bonsoir Xavier. Donc je disais président fondateur d'Ecosphère, une entreprise sociale qui réalise plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des entreprises en les aidant à réduire leur gaspillage. Comment est-ce que vous travaillez, vous, avec les entreprises et comment vous les aidez à réduire leur gaspillage? Bonjour à tous, je vais vous le dire tout de suite, mais je voudrais simplement vous indiquer pourquoi je suis en retard. C'est parce que aujourd'hui avait lieu la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est une définition de la strate de l'ESS sur le territoire régional. Cette conférence a lieu tous les 2 ans et elle avait lieu juste avant. Et donc j'ai mis 50 minutes pour arriver de cette conférence. Donc c'était un bon moment pour rejoindre ce nouveau beau moment. Alors Ecosphère, c'est une entreprise sociale que j'ai créée en 2012 et qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en programme de réduction du gaspillage et des déchets, avec des programmes qui sont centrés sur la problématique amont, en fait, qui est très peu traitée par les acteurs de l'économie circulaire. La problématique amont, c'est comment est-ce qu'on réduit tous les facteurs de gaspillage et de production de déchets, comment est-ce qu'on optimise les conditions de revalorisation des déchets résiduels, mais une fois qu'on a vraiment impacté à la baisse les volumes de déchets et de surplus alimentaires, non alimentaires pour ce qui concerne les produits, avant d'arriver à ce programme aval qui consiste à optimiser les filières de recyclage, structurer des filières d'économie circulaire, accompagner aussi les acteurs de la solidarité dans une amélioration de leur approvisionnement pour ce qui concerne la partie des produits qui sortent de leur circuit de commercialisation initiale. Et en fait, quand j'ai créé Ecosphère, le début d'Ecosphère, c'était une plateforme numérique, j'avais l'idée, 2012, pionnière, qui a remporté d'ailleurs les Grands Prix de l'innovation de la ville de Paris en 2013, qu'il fallait absolument connecter numériquement les déchets et surplus des acteurs économiques, privés et publics, avec les filières de revalorisation et de recyclage en aval, et puis les acteurs de la solidarité. Et très rapidement, je me suis aperçu en fait que jamais le numérique n'allait impacter les process et la culture des organisations publiques ou privées, dont ce n'est jamais le cœur de métier, le cœur d'activité, de réduire le gaspillage et les déchets. Et en fait, ça m'a amené très rapidement à concevoir des méthodologies que je vais décrire très rapidement, et aussi à considérer que toutes les applications qui sont sorties en 2013, 2014 jusqu'à maintenant, en fait, sur la réduction du gaspillage et des déchets, en fait, d'ailleurs, c'est pas sur la réduction du gaspillage, elles ne traitent que la partie aval, c'est-à-dire la connexion plus ou moins intelligente, plus ou moins cohérente aussi d'ailleurs, des déchets avec des filières de recyclage. Mais le numérique ne traite pas la question amont. Et ne pourra jamais traiter la question amont. Pourra traiter la question aval en accélérant, en traitant de la donnée, en étant plus réactif. Mais la partie amont, c'est une transformation en termes de culture et en termes de process des organisations.
Ça veut dire des diagnostics extrêmement poussés, la main dans les poubelles. Et moi, j'ai le plaisir de travailler la main dans les poubelles avec mes collaborateurs, parce qu'on est vraiment dans des démarches d'optimisation pour quantifier et qualifier tous les facteurs de production de gaspillage et de déchets, pour ensuite déterminer des plans d'action correctifs qui sont adaptés à chaque type d'acteur, chaque type de secteur d'activité, la restauration collective, les supermarchés, les espaces complexes comme les gares. On avait d'ailleurs sur la gare de l'Est, pas très loin d'ici, défini le plan d'action pour éviter les 2 tonnes de déchets produits par jour sur la gare de l'Est. Et ça nous avait conduit à calculer que l'application de nos process, notre plan d'action corrective, et nos process de revalorisation aval allaient permettre d'économiser ou de générer des gains à hauteur de 250 000 € à 280 000 € pour l'ensemble des acteurs producteurs de déchets sur la gare de l'Est, les commerces alimentaires, les commerces non alimentaires et les activités de bureau, la SNCF. Donc des diags, des plans d'action, des formations. On a créé en 2014 la première formation RSE déchets anti-gaspi qui est financée par les organismes de formation pour accompagner par la transformation de la culture des entreprises, la transformation des process en fait. Et ça c'est fondamental. Alors ça c'est le plus important. Et après effectivement ça devient plus classique, en tout cas aujourd'hui plus classique, évaluer l'application des process sur les sites, designer des bons dispositifs de revalorisation des déchets résiduels. Alors là il y a une nouveauté quand même, c'est que depuis 2015-2016, les solutions territoriales se sont démultipliées, c'est ce que disait Florent à l'instant. Florian, pardon, on a fait connaissance de visu hier soir. Florian, donc Florentin, Florentin, donc c'est ce qui a été primé hier soir. Effectivement, il y a plein de nouvelles innovations en termes d'usage de produits, de services, parfois de techno, pour réduire, pour mieux revaloriser, mieux être dans l'économie circulaire. Mais en fait, les solutions se sont démultipliées sur les territoires. Ce ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Il y a des solutions qui sont viables économiquement, d'autres qui le sont beaucoup moins. Elles sont très chargées éthiquement de valeurs portées par les personnes qui les créent, mais pas toujours viables économiquement. Donc c'est pas simple à distinguer. Et puis ensuite, il y a des process qualité qui se mettent en place pour ces structurations de filières d'économie circulaire, et notamment ce qu'on propose nous à nos partenaires et clients, qu'ils soient publics ou privés, c'est de leur garantir en fait que le dispositif de revalorisation qu'on va mettre en place sont régis par le principe de la transformation des déchets des uns en ressources pour d'autres. Et malheureusement, il y a eu plein de dérives depuis 2015-2016. Principe essentiel, oui. Comment ? Principe essentiel. Juste rapidement, Xavier, combien de clients vous avez aujourd'hui ? Alors là, je suis incapable de les compter, les clients. Est-ce que c'est plutôt du public ou du privé ? Alors c'est intéressant parce qu'au début, c'était plus du privé, même si j'ai été, moi, nativement dans des démarches de co-construction des politiques publiques, puisque j'ai été rapporteur du comité de pilotage du premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, que je suis aujourd'hui référent en transition écologique et économie circulaire de plusieurs chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, etc. Mais, donc c'était plus du privé au début. Et puis en fait, il y a eu le Covid-19. On a eu plein de clients qui ont été à l'arrêt, donc tout le secteur événementiel. Il y a le salon de l'événementiel en ce moment, Event, là, bon, ça reprend un petit peu, mais il y a les nouvelles annonces qui conduisent encore à des annulations d'événements, donc pas d'événements sportifs, parce qu'on a des clients dans le sport aussi, donc pas de diagnostic déchets. Et donc, tout au début de Covid-19, on avait déjà remporté quelques appels d'offres publics. On a renforcé nos stratégies de réponse à des appels d'offres publics. Et quels sont les secteurs sur lesquels vous intervenez le plus ? Est-ce que c'est dans l'industrie ? Est-ce que c'est dans les services ? Là, vous parlez des traiteurs. Il y a des secteurs traditionnels maintenant pour nous, puisque ça fait quasiment 10 ans qu'on existe. Donc la GMS, les grandes surfaces, c'est devenu un secteur traditionnel. On continue à innover avec eux, à leur proposer notre process qualité qui est très exigeant. Hein, parce que l'inverse de ce que je disais, Frédéric, c'est transférer la responsabilité du gaspillage et des déchets d'un acteur vers l'autre. Ça, c'est le contre-modèle pour Ecosphère. Et ça existe. Hein. Et il y a des gens qui se font de l'argent là-dessus. Hein. Donc le secteur de la GMS est plutôt devenu traditionnel chez nous. Mais les secteurs nouveaux, là où on aime bien intervenir, c'est quand on est pionnier, nous, avec des secteurs ou des clients qui enclenchent des démarches pionnières. Ça peut être la restauration collective. Par exemple, la région Centre-Val de Loire nous a missionné depuis 2018 sur un accompagnement auprès de 147 établissements de santé pour réduire le gaspillage alimentaire. Et ce qu'on ne délie maintenant, nous, jamais du gaspillage alimentaire, les problématiques des contenants, emballages et plastiques à usage unique. Et puis, c'est des stades qui commencent à nous demander de les accompagner en termes d'éco-responsabilisation de leurs activités. Et c'est les îles, les territoires ultramarins, où il y a des problématiques qui sont très complexes, parce que gaspillage, déchets, climat et biodiversité, sur les îles, c'est encore plus lié que sur nos continents.
Et on voit que votre horizon est très très large. 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce que je disais. Oui, mais alors ça, c'est pas le avant le Covid. principal. C'est pas le principal. C'était un peu avant le Covid. Ouais, effectivement. Ouais. Merci Xavier. On va passer la parole à Maxime Godet, qui est juste à côté de moi. Maxime, donc je disais, vous êtes coordinateur de l'association culturelle Art Viva. Vous invitez, vous, les métiers du spectacle vivant à s'engager pour l'environnement, à être respectueux de l'environnement. Racontez-nous. Donc vous êtes une association, voilà, tout à fait. Typologie, et puis dans le domaine culturel. Et j'avais vraiment envie de vous donner la parole. D'ailleurs, oui, je dirai un petit mot de plus tout à l'heure. Allez-y. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et pour cet événement. Effectivement, on est une association, un réseau qui s'est constitué au moment après le Covid, donc au moment où Jérôme Sadier disait qu'effectivement on pensait tous au monde d'après. Là, collectivement, le monde du spectacle s'est demandé serait quoi le spectacle d'après. Donc, on a aujourd'hui 170 adhérents qui sont des théâtres, des ensembles, des compagnies, des festivals un peu partout en France, qui représentent toutes les esthétiques du spectacle. Donc, c'est aussi bien le cirque, la marionnette, que la musique, la danse, et j'en passe. Mais en tout cas, ils sont vraiment tous au sein de ce réseau. Et on essaye collectivement de réfléchir à quels sont les moyens de transformer nos pratiques. Donc on a plusieurs objectifs. Le premier, et c'est la première chose qu'on a fait, c'était d'informer. On a fait un guide pour l'action qui est un répertoire de mesures simples qu'on peut au quotidien implémenter dans sa structure. Donc c'est vraiment, quand on regarde ce guide, on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et c'est assez souvent ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'il y a par exemple dans ce guide? Il y a par exemple changer de fournisseur d'électricité, ça c'est vraiment tout simple, ça prend 2 minutes. À la portée de tout le monde, pas seulement du secteur culturel. En fait, il y a le secteur culturel est vraiment un nœud au milieu de plein d'autres secteurs. Et donc en fait, nous on va piocher dans les trouvailles de plein d'autres secteurs. On est producteur de déchets, on est la mobilité, c'est la culture, c'est le 3e cause de mobilité des Français. On utilise beaucoup le fret, on se déplace beaucoup. Enfin, on n'a pas d'enjeux spécifiques, on est au croisement des enjeux de tous les autres secteurs, donc c'est un peu ce qui fait aussi notre spécificité. C'est un secteur qui a beaucoup besoin de se former aussi, donc nous on travaille aussi sur la formation des acteurs culturels. Donc on a un programme de formation nous, mais aussi on essaye d'agir sur les acteurs de la formation professionnelle et initiale également. Et avant tout aussi on a un problème de mesure, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas les impacts du spectacle vivant en France, et je dirais même plus largement, je tenterai les impacts de la culture en France sont assez méconnus, donc il y a un enjeu de mesure. Donc nous on travaille effectivement à ce calcul d'empreinte environnementale. Il y a un autre acteur, le Shift Project, qui travaille sur le plan de transformation de l'économie française de règle générale, qui a inclus la culture, donc c'est pour dire que le secteur est assez important, en tout cas pour qu'ils le prennent en considération. Et on sait que c'est un secteur qui a des impacts, qui est très lié à l'économie carbonée, et surtout qui a un vrai problème d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'étant si lié à l'économie carbonée, il aura beaucoup de mal à s'en départir le jour où on devra se passer des économies fossiles. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi le secteur culturel est-il particulièrement exposé au changement climatique? Eh bien, je dirais que c'est indépendant de la décentralisation et d'avoir des institutions culturelles partout en France, et d'avoir une exception culturelle et une culture en France qui fait la force de notre pays. C'est que elle doit s'exporter, elle doit voyager, parfois dans des conditions où il faut faire voyager un orchestre philharmonique 60 personnes, 90 personnes pour une date au Japon ou en Chine. Par avion, bah oui, on va pas en Chine en train, on pourrait, mais bon, c'est pas le choix qui est fait habituellement. Et du coup, vous réfléchissez à des réponses à ça? Comment est-ce qu'on peut... Enfin, vous n'allez pas empêcher un orchestre d'aller jouer au Japon si on lui demande de le faire. Il sera ravi, évidemment, d'aller exporter la culture française. Alors, effectivement, on va pas le faire. Donc, il y a des choses simples qu'on peut implémenter qui ont beaucoup d'impact. Il y a des choses auxquelles on pense moins et qui ont un impact énorme. La mobilité du public, je le disais, ça, c'est 90% des impacts. Par exemple, le groupe Trio, j'imagine on connaît tous, a fait son bilan environnemental, et il a vu que la mobilité concernait 90% de ses impacts, et qu'au sein de cette mobilité, 90% de ses impacts étaient liés à la mobilité du public. Donc là, il y a quelque chose à faire, notamment avec les collectivités territoriales, avec les réseaux de transport. Faire des concerts devant des caméras sur Internet.
Alors, ça a été. Pas votre métier. Non, mais en fait, l'impact est quasiment égal sur le numérique. Incroyable. Et donc ça, c'est une des choses qu'on essaye de faire aussi, c'est de travailler sur le numérique. On pense souvent que le cloud c'est magique parce que ça n'a pas de matérialité, ça a une matérialité et la sobriété numérique, c'est une des choses essentielles parce que le secteur augmente de 8% par an, il est absolument pas aligné avec nos ambitions climatiques. Donc c'est aussi un secteur sur lequel on travaille. Donc il ne faut pas arrêter de faire des événements culturels en live avec du public devant nous. Il faut faire des choix avisés, il ne faut pas que ça vienne se surajouter en tout cas les événements en live, ça c'est sûr. Et donc si je comprends bien, vous êtes en train de mettre en place des indicateurs pour permettre aux troupes de théâtre, aux artistes de cirque, aux musiciens de mesurer leur propre impact environnemental et climatique. C'est ça que vous faites? Alors c'est un de nos projets, effectivement, on n'est pas les seuls, mais nous on travaille dessus sur l'extérieur du spectacle vivant. C'est un des projets essentiels et qui était, sur lesquels on travaille depuis un an et qui est depuis peu accompagné aussi par le ministère de la Culture dans le cadre du PIA 4 qui va lancer l'année prochaine tout un ensemble de calculateurs sectoriels justement pour permettre l'autodiagnostic des structures du spectacle vivant et des structures culturelles en règle générale. Ouais. Donc l'association Arviva qui se trouve en Seine-Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Alors non, on a notre siège basé à Paris, dans le 18e. Moi je suis ce qu'on appelle un digital nomade. Et en fait on est basé un peu partout, on se déplace beaucoup. Alors pourquoi je dis en Seine-Saint-Denis? Parce que vous savez comment je vous ai trouvé? Je vous ai trouvé, grâce à Aurore Médieux qui est à côté de moi, sur Carteco. Merci Aurore. Et donc, voilà, vous êtes référencé sur Carteco, mais je crois que vous êtes référencé en Seine-Saint-Denis. Donc, on ira voir ce qui se passe sur la carte. Aurore, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu plus de choses que ce que Jérôme Sadi a déjà dit tout à l'heure sur Carteco. Comment ça marche? Comment ça marche Carteco? Qui peut venir compléter cette carte, se référencer, obtenir de la visibilité grâce à cet outil que vous avez développé chez ESS France? Merci Frédéric pour cette invitation. Donc, Carteco, effectivement, c'est la carte des acteurs de l'ESS. Alors vous allez prendre mon micro parce que je crois que le micro ne marche pas. Mais forcément, Ah, mais il est éteint. Alors s'il est allumé, ça va aller mieux. Allez-y, réessayez pour voir. Oui, on recommence. Ok. Donc, merci beaucoup Frédéric pour cette invitation. Carteco, c'est donc la carte des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font la transition écologique sur les territoires. Alors, le projet, on l'a démarré il y a 4 ans. Maintenant, avec 7 crèches pilotes, comme le disait Jérôme. Évidemment, on a l'ambition que ce soit transition écologique dans son ensemble, mais aujourd'hui, c'est seulement, si je puis dire, l'économie circulaire et même peut-être plus, si j'allais un petit peu plus loin, prévention et gestion des déchets, même si on a une partie des acteurs de l'écologie industrielle territoriale qui peuvent être référencés. Donc, pourquoi c'est important de le dire comme ça? C'est pour montrer que l'ESS, en fait, sur les questions de transition écologique, elle est présente sur un grand nombre de secteurs d'activité. Je pense à l'agriculture, l'alimentation, à la transition énergétique. On parle de sobriété numérique, mais on peut parler de sobriété énergétique de fait. Et on a un certain nombre d'acteurs de l'ESS qui agissent dessus. À la mobilité, évidemment. À l'éducation, à l'environnement, on l'oublie comme secteur, mais moi j'aime bien le rappeler parce que c'est quand même principalement, enfin, ce sont principalement des associations qui, depuis des dizaines d'années, ont sensibilisé les citoyens à ces questions-là. Donc tout ça, ce sont des secteurs d'activité de la transition écologique. Et donc, dans un premier temps, on a commencé par prévention et gestion des déchets. Aujourd'hui, on a, comme le disait Jérôme, 2700 acteurs qui sont référencés dans toute la France, principalement quand même sur 11 régions. On est passé de 7 régions à 11 régions en 4 mois parce qu'on a des chambres régionales de l'ESS qui ont travaillé des fichiers de centaines de structures qui ont pu les rentrer. Mais l'objectif à partir d'hier, c'est de pouvoir augmenter ce référencement qualifié, j'entends, à l'ensemble de la France. Donc la carte, elle est à disposition. Ça veut dire quoi, qualifié? Oui, pardon, ça veut dire que, en fait, le constat, il était celui-ci, c'était que les collectivités territoriales, puisqu'on en a parlé notamment avec Florentin et la ville de Paris, se dirigeaient vers les chambres régionales de l'ESS pour identifier sur leur territoire, comme vous l'avez fait pour trouver des initiatives ce soir, des acteurs de l'ESS avec qui coopérer sur les questions d'économie circulaire en particulier. Et les CRES étaient bien embêtés puisque, comme le disait Jérôme, elles ont l'obligation d'observation qui est définie par la loi. Elles étaient bien embêtées quand elles se penchaient juste sur la statistique publique, puisque les qualifications fines des activités opérées par les structures étaient très limitées. Donc,
Carteco s'est construit sur ce constat-là. Le fait de dire, on parlait de développement économique des filières, c'est exactement l'objectif de Carteco, c'est-à-dire donner de la visibilité aux structures de l'ESS de la transition écologique pour leur permettre de se déployer aussi sur les territoires et de développer de nouvelles coopérations, de nouveaux partenariats, notamment avec des collectivités territoriales, mais en fait aussi de nouveaux marchés. On parlait de facilitation de la mise en relation. C'est exactement le sujet. On parle de plus en plus d'achats socialement et écologiquement responsables. D'ailleurs, dans le cadre du mois de l'ESS, on a lancé la semaine dernière la semaine dédiée aux achats socialement et écologiquement responsables. 70 événements pour cette première édition étaient référencés, donc ça montre qu'il y a un engouement pour le sujet. Le sujet, il est exactement là, c'est comment on facilite la connaissance des activités très précises que font les structures de l'ESS dans les territoires pour leur permettre d'obtenir ces marchés si on parle de la commande publique. Mais Carteco, ce n'est pas juste une question de professionnel, c'est aussi destiné à tout un chacun qui a envie de pouvoir justement consommer responsable. C'était un peu ma question d'après. Comment est-ce que les citoyens ils peuvent se saisir de cet outil? D'abord, est-ce qu'il est suffisamment visible, suffisamment connu? Peut-être qu'il faut demander à Florentin d'agir en tant que puissance publique pour le faire plus connaître. Mais est-ce que c'est aussi un outil qui s'adresse aux citoyens? Et si oui, comment ils peuvent s'en saisir? Qui s'adresse en fait, j'ai envie de vous dire, en premier lieu aux citoyens. Pour le moment, on est relativement mauvais, je pense, en interne sur la communication qu'on peut faire. C'est toujours difficile la communication. Qu'on peut faire auprès des citoyennes et des citoyens parce qu'on fait les choses aussi par étapes, c'est-à-dire qu'on a d'abord besoin que l'outil soit connu entre professionnels, des structures elles-mêmes, pour leur donner envie aussi de venir se référencer et de dire, je vais vous prendre un exemple très concret parce que peut-être ça peut paraître un peu flou, mais une recyclerie qui est référencée sur le site, si vous avez envie en tant que citoyen de descendre à la ressourcerie en bas de chez vous pour acheter des jouets, parce que on parlait des petits cadeaux et de Noël qui arrivent. Et de rejouer. Allez, on leur fait un coup de pub aussi. Oui, qui a priori sont aussi sur Carteco. Si vous avez envie d'y aller, mais justement si on est sur une ressourcerie avec plusieurs types de produits et qu'on n'est pas sur une recyclerie spécialisée, vous pouvez descendre et vous pouvez prendre du temps pour y aller et vous dire j'y suis allé pour rien, puisqu'en fait ils ne vendent pas de jouets. L'avantage de Carteco et du fait de s'être référencé précisément, et c'est pour ça que je parle de qualification sur l'outil, c'est que du coup ça permet de voir quels sont les produits vendus par cette recyclerie. Alors on n'a pas que des recycleries évidemment, on a des collecteurs de biodéchets, des plateformes de compostage qui sont opérées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, on a des collecteurs de papier et carton chez les entreprises. C'est pour vous montrer aussi toute la diversité des choses qui sont référencées sur Carteco. Évidemment, des associations de sensibilisation à la prévention des déchets et puis plus tard à l'environnement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les horaires d'ouverture de ces structures. Donc, pour les citoyens, c'est assez intéressant. Et puis surtout, on a pensé Carteco comme une carte collaborative parce que le constat, il était de se dire qu'il existe un tas de cartes aujourd'hui et que c'est difficile de les mettre à jour. Ça demande d'ailleurs un modèle économique très précis pour pouvoir avoir du temps de travail à l'actualisation de ces données. Puis aussi parce qu'on avait envie d'épargner à nos structures de toujours devoir mettre à jour des dizaines de cartes. Donc nous, on a choisi de travailler sur GoGoCarto, qui est un outil cartographique qui héberge aujourd'hui, je crois, 600 cartes, notamment qui héberge le Transiscope ou près de chez nous, qui sont des cartes très connues des citoyens et des citoyennes. Et notre objectif, c'était de faire communiquer ces cartes entre elles. Et pour ça, du coup, une partie de données est renvoyée sur OpenStreetMap, la base de données internationale ouverte. Et on a développé et mis à disposition gratuitement de l'ensemble de la communauté GoGoCarto un module qui permet en fait de basculer les données de la carte GoGoCarto vers la base de données OpenStreetMap et de réinjecter ensuite vers les autres cartes. Bon, alors ça devient technique. Évidemment, mais... Et donc, je vais poser une question à Florentin Laetissier. Est-ce que ça vous donne envie, demain matin, d'aller vérifier sur Carteco si toutes les structures de l'économie circulaire parisienne que vous connaissez, si elles sont déjà dessus, et puis de tirer la sonnette d'alarme, enfin en tous les cas de les alerter en leur disant si vous n'êtes pas dessus, allez-y quoi. Alors je suis déjà allé sur Carteco, évidemment. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Effectivement, il y a encore plein de structures qui restent à référencer, c'est une évidence. Il faudrait peut-être qu'on travaille ensemble du coup sur Paris pour compléter cette carte. Mais c'est vrai que vous le disiez Frédéric, l'enjeu de la communication il est important parce qu'on est dans une société aussi où les sources d'information, de communication sont tellement nombreuses. Les gens sont en permanence assommés aussi par les informations que d'avoir peut-être un endroit de référence que prétend être, je pense, Carteco, où on pourrait justement, où le grand public et les professionnels pourraient aller pour justement être au clair sur les différentes structures. Je pense que c'est vraiment positif.
Xavier Corval, on parle là, en fait, on commence à parler de recensement et on va aller vers les coopérations. Comment est-ce que vous, qui travaillez avec les entreprises, comment est-ce que vous sentez qu'on peut référencer et puis pousser les structures publiques ou privées à travailler ensemble pour aller plus loin en matière de transition écologique, en matière d'enjeux climat? Alors Carteco, pour un petit commentaire, on est dessus, nous Ecosphère depuis le début bien sûr. Néanmoins, je pense qu'il faut avoir la réserve méthodologique d'indiquer qu'il n'y a pas une possibilité par Carteco de contrôler la réalité du statut ESS de chaque structure, si c'est pas par exemple une filiale avec un agrément ESUS d'un grand groupe, etc. Donc il faut... C'est exact, Aura? Non, je ne suis pas d'accord avec cette entrée. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, Carteco est modéré par chaque chambre régionale de l'ESS sur son territoire et que les chambres régionales de l'ESS ont par la loi la possibilité, le rôle de police, si je peux le dire comme ça, de vérifier justement les statuts de l'ESS des différentes structures. Mais pas les moyens de le faire. Donc, alors, ça c'est un sujet, mais toujours est-il qu'au moment de la modération, vous ajoutez un point sur Carteco. La première chose que vérifie la Chambre régionale de l'ESS avant d'accepter le point, c'est de vérifier son statut de l'ESS. Alors, aujourd'hui, on a quelques points gris qui sont des points en cours de modération. Ça veut dire que soit la CRES n'a pas encore eu le temps d'aller les traiter, soit elle est en attente des justificatifs pour les structures qui n'auraient pas les statuts habituels type associatif, coopératif pour les plus larges sur la transition écologique, de les avoir vérifiés. Il y a d'autres sujets qui sont inclus avec la DRETS sur ça. Et puis après, je vous l'ai exprimé tout à l'heure, moi je suis assez exigeant sur les modèles d'économie circulaire. Je vais considérer par exemple qu'une entreprise, une structure, quel que soit son statut, dont le modèle économique, c'est-à-dire la manière dont elle génère ses revenus, dont on comprend en fait que ces revenus dépendent de la perduration du gaspillage et des déchets, parce que ces seuls modes de revenus sont appuyés sur les volumes de déchets qu'elle traite. Pour moi, on est un petit peu limite en termes de cohérence ESS économie circulaire. Et ça, c'est difficile à apprécier sur Carteco. Pour autant, je reconnais que l'outil est très intéressant, d'autant plus que, pour faire le pont avec la commande publique et avec l'ambition des coopérations qu'on a tous sur les territoires aujourd'hui, qui sont des clés pour résoudre les problèmes complexes de la transition écologique, parce que c'est des enjeux qui sont considérables en termes d'impact social, environnemental et économique, et que en plus, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les enjeux de gaspillage, déchets, biodiversité et climat sont vraiment de plus en plus connectés. Et ben, il faut effectivement qu'il y ait des coopérations qui se développent sur les territoires. Et dans le cadre de la commande publique, aujourd'hui, il y a une réflexion qui doit se mettre en place sur la manière de favoriser, dans les réponses aux appels d'offres, les coopérations qui se créent sur les territoires, notamment entre acteurs de l'ESS et de l'économie circulaire, ESS économie circulaire, qui sont en mesure, parce qu'ils sont agiles sur le plan de leur modèle économique précisément, de mettre en place des coopérations innovantes, qui ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, et qui sont capables de projeter les coûts évités sur le plan écologique et sur le plan financier que, justement, en coopérant, ces acteurs sont capables de générer. C'est un sujet que vous connaissez bien, parce que vous avez même rédigé cette année des amendements pour la loi climat et résilience. Oui. Donc vraiment, c'est l'expérience de terrain qui vous amène à apporter ce discours-là. C'est l'expérience de terrain et la volonté de faire en sorte que des acteurs qui ont des valeurs communes et une vision commune de la transition écologique puissent voir valoriser leur coopération. Et effectivement, c'est Olivier Grégoire qui m'a demandé d'écrire cet amendement au plan de mon projet de loi climat-résilience qui a été porté par un député, où j'ai demandé à ce que dans la commande publique, vous savez, dans la commande publique, quand on répond à des appels d'offres, c'est très complexe, il y a des critères qui permettent d'attribuer à tel ou tel candidat le marché. Il y a des critères financiers, des critères techniques. Et en fait, j'ai demandé à ce que dans les critères techniques, on puisse apprécier, faire rentrer la capacité des acteurs coopérants entre eux à éviter des coûts sur le plan écologique et sur le plan financier. Je vous donne un exemple très rapidement. Si on commande dans un marché, si un marché public est centré sur l'achat d'une machine de déshydratation des déchets alimentaires d'une cantine scolaire, en fait l'appel d'offres, il est centré sur l'achat de la machine et sur la maintenance, le coût de la maintenance de la machine. En fait, quand on voit ce type d'appel d'offres passer, nous on est sollicité par les acteurs, ça peut être Veolia, ça peut être le fabricant de la machine, pour monter avec lui une intelligence de service. En fait, avant de rentrer les biodéchets dans la machine, on va proposer un programme de réduction du gaspillage et des déchets
pour rentrer moins de déchets dans la machine. Rentrer moins de déchets dans la machine, ça veut dire qu'on va acheter des machines moins chères, donc la collectivité locale va acheter des machines moins chères, qu'en plus il y aura un coût d'énergie moins cher pour déshydrater les biodéchets, et qu'à la sortie, on aura un volume de séchat, c'est le produit biodéchets séché, moins important, donc il y aura moins de bons de commande pour la collecte et le traitement de ces déchets. Parce qu'il est plus léger et que du coup c'est facturé au poids. Exactement. Et donc c'est cette intelligence de service-là dans laquelle en plus on peut ajouter une logistique décarbonée de collecte des séchats de toutes les cantines scolaires d'un territoire pour les porter à un point de massification où là ils vont être collectés pour être emportés vers une bonne solution de revalorisation. Mais en fait cette intelligence, cette continuité de service-là, en fait elle n'est pas aujourd'hui valorisée dans les critères d'attribution des marchés dans la commande publique. Alors c'est complexe, parce qu'évidemment, quand on propose ce type de solution-là, il faut avoir en face, dans les collectivités locales, un personnel suffisamment formé, parfois des experts, des pools d'experts ad hoc, capables d'expertiser la qualité de ces réponses qui sont très variables. Et puis en plus, il faut pouvoir faire en sorte que les calculs générant ces économies de coûts sur le plan écologique et financier puissent faire partie de l'attribution quasiment de la note financière. C'est-à-dire que si on vous propose un marché plus cher mais qui génère des économies qui reviennent en fait à faire en sorte que le coût soit moins élevé pour la collectivité, comment est-ce qu'on attribue ça, comment est-ce qu'on juge ça? Et pourtant, c'est fondamental, ces coopérations, cette notion de coévité sur le plan écologique et financier est aussi fondamentale pour générer des coopérations et susciter des innovations sur les territoires qui seront différentes d'un territoire à l'autre, parce que les enjeux, les contraintes et les solutions ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, d'un acteur à l'autre, privé ou public, mais c'est fondamental de mon point de vue pour avancer en termes de transition écologique, alimentaire, énergétique, numérique, etc. Florentin Laetissier, vous y voyez des leviers d'action pour la ville de Paris aussi ? Sur la question des achats publics, c'est un levier fondamental de toute façon de la transition écologique. Nous, au Conseil de Paris du mois de décembre, on va voter le nouveau schéma de la commande publique responsable de la ville de Paris. Les achats de la ville de Paris, c'est 1,5 milliard d'euros par an, donc c'est considérable, hein, le nombre de biens et de services que la ville de Paris achète. Alors c'est vrai que c'est des sujets très techniques et qu'il faut absolument que les personnes qui travaillent dans les services soient, comme vous le disiez très justement, suffisamment qualifiées. Nous, on a voulu, dans l'élaboration de schéma de la commande publique responsable, faire déjà une consultation, c'est-à-dire qu'on a sur Internet, on a sollicité justement des avis de fédérations professionnelles, d'acteurs économiques et même du grand public, dire voilà, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous mettriez vous comme critère dans ce nouveau schéma de la commande publique responsable. On a eu un certain nombre de retours intéressants, notamment de la part d'un certain nombre de fédérations de professionnels et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et après, il y a tout un travail de calibrage, de quels critères on met, de quelles clauses, de quels objectifs aussi on se fixe, des critères aussi de suivi, parce qu'il ne suffit pas de mettre un schéma très ambitieux, il faut pouvoir suivre de manière opérationnelle la satisfaction d'un certain nombre d'objectifs, mais surtout, et ça c'est très important, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait des acteurs économiques, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui soient en capacité de répondre. Et dans un certain nombre de secteurs économiques aujourd'hui, soit ils ne sont pas là, soit ils n'existent pas, soit ils sont trop petits. Et ça, c'est un vrai défi aussi d'avoir l'offre, parce qu'il y a la demande publique, mais il faut qu'il y ait une offre en face. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur nous, la collectivité, dire clairement quelles sont nos directions, quelles sont nos options, quels sont nos souhaits, pour qu'il y ait un message clair qui soit envoyé aux acteurs économiques, qu'on mette aussi des outils pour les accompagner, pour qu'il y ait une offre qui soit en face, pour encourager aussi les coopérations entre les acteurs de l'ESS et les acteurs aussi plus classiques, privés classiques, qui se mettent ensemble. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, les modèles de joint venture sociale sont intéressants. Des acteurs qui se mettent ensemble pour répondre. Et il y a un travail de sourcing à faire. C'est-à-dire que la ville, il faut qu'elle soit en capacité, quand elle rédige un marché, de se dire voilà, ce marché-là, je sais qu'il y a tels acteurs qui existent, qui peuvent être en capacité ou non de répondre, et ça aide aussi à calibrer les marchés pour avancer. Maxime Godet, vous aussi, dans le secteur culturel, vous répondez quelque part à la commande publique parfois, parce que vous avez des théâtres publics qui peuvent vous demander une représentation. Il y a des festivals qui sont organisés par des collectivités. Donc est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il faut, selon vous, faire évoluer ou fluidifier en tous les cas les relations avec les pouvoirs publics pour accélérer la transition écologique? Parce qu'en fait, c'est quand même ça dont on est en train de parler au fond du fond.
Alors oui, tout à fait. Il y a un lien évident avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales parce qu'un bon nombre d'établissements, de théâtres sont directement gérés en régie par les collectivités. Je sais que c'est le cas par exemple de la mairie de Paris qui en a, je crois, plus d'une dizaine. Et donc là, effectivement, les collectivités ont vraiment un rôle à jouer sur la transition écologique de leurs établissements. Après, et en second lieu, je pense que c'est important, elle subventionne pour une large part également les ensembles, compagnies ou lieux qui ne seraient pas publics sur leur territoire. Et elles peuvent agir à ce niveau-là, essentiellement en bonifiant les subventions. En ce moment, il y a un grand débat sur est-ce qu'il faut les conditionner à des critères de transition écologique. Je pense que c'est un débat qui reste ouvert, mais dans une question d'économie de ressources et de contraintes financières fortes des acteurs culturels, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et ensuite, il y a effectivement des verrous réglementaires à lever. Et notamment, l'État peut agir sur des questions de dates qui seraient obligatoires, enfin en tout cas d'exception. C'est-à-dire un artiste qui va jouer dans une ville a une contrainte réglementaire de ne jouer que dans cette ville, et donc l'État pourrait par exemple interdire cette règle-là qui est en vigueur et assez répandue dans les secteurs du spectacle. Attendez, mais moi je découvre là, un artiste ne peut pas jouer quand il veut, où il veut. Alors généralement non, il a des contraintes contractuelles. Quand il joue à Poitiers, il ne peut pas jouer dans un rayon de 200 km, et donc ça c'est bien souvent les lieux qui l'engagent qui décident de ça, et donc ce qui empêche de créer des tournées qui font du sens sur le territoire. Effectivement. Bon, bah, moi je découvre, mais on en découvre tous les jours. Chaque secteur d'activité, ses spécificités. Est-ce que vous voyez tous les quatre, autant que vous êtes, d'autres formes de collaboration qu'il faudrait mettre en place entre les acteurs publics, privés, associatifs pour aller plus loin au regard du défi de la transition écologique et du défi climatique? Moi j'en ai un si vous voulez. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des biens et des services, effectivement. Nous, dans le secteur du spectacle et dans le secteur culturel, c'est souvent des tout petites structures de 1 ou 2 salariés, en règle générale, parfois plus, c'est parfois mieux doté. Mais je pense que la transition écologique, et tout le monde sera d'accord avec moi, c'est avant tout une question de personnes, de travailleurs, de travailleuses qui sont formés à ces questions et qui agissent dans ce champ-là. Et donc il y a une question de partage de postes qui, en tout cas, nous intéresse particulièrement, de partager le poste de responsable RSE à l'échelle de plusieurs structures. Avoir des postes mutualisés, en fait. Exactement. D'accord. D'autres propositions de mutualisation ou de collaboration? Moi, je pense qu'il y a un point essentiel qui est effectivement la place des collectivités territoriales dans toutes les actions locales de transition écologique qui sont portées par des acteurs de l'ESS. Et je pense que le système de coopérative, justement, est quand même relativement intéressant pour ça. On le voit sur les coopératives d'énergie citoyenne. Ça permet en fait aux collectivités de devenir sociétaires de ces projets-là et donc d'y investir de l'argent. Jérôme le disait tout à l'heure, c'est une façon de lever des fonds qui est très intéressante. Je pense qu'on ne fera pas de transition écologique si on ne parle pas de local, finalement, enfin de toucher les choses au niveau local. Et donc, on ne le fera pas sans les collectivités territoriales. Donc ça, c'est une coopération qui me paraît essentielle. Je voulais rebondir aussi sur la difficulté qu'on peut avoir parfois à mettre en place des coopérations entre acteurs par rapport à ce que disait Florentin, c'est-à-dire que sur la commande publique, les marchés sont souvent relativement élevés. Et on a tendance à sous-estimer, voire à ne pas du tout prendre en compte les coûts d'ingénierie, de mise en relation des acteurs pour répondre à ces marchés-là. Or, c'est déterminant et absolument essentiel si on veut justement, parce que la loi climat, par exemple, elle a fait évoluer les choses, elle va faire évoluer les choses grandement sur les questions de clauses environnementales et de clauses sociales. Par exemple, le nouveau plan national d'action pour les achats publics durables, qui va sortir, qui devait sortir, je crois, vendredi, mais qui va sortir dans les prochains jours, va fixer notamment le fait qu'à l'échéance de 2025, 100% des marchés contiennent des clauses environnementales. En 2020, on était à 19% des marchés en montant qui avaient des clauses environnementales. Donc, et moi, je pensais que ça faisait longtemps que c'était déjà le cas, mais on est en retard. Oui, mais du coup, on est en retard aussi peut-être. Alors, certaines collectivités nous disent on aimerait bien le faire,
Mais soit on n'arrive pas à avoir donc, la connaissance des acteurs, on en a parlé, soit parfois les acteurs ne vont pas réussir à répondre sur un niveau local au tonnage ou aux quantités dont on a besoin. Florentin Laetissier disait tout à l'heure, parfois les acteurs sont trop petits et en fait ils n'arrivent pas à postuler. Et donc effectivement, l'ESS elle a cette capacité à faire que les structures entre elles coopèrent. Mais ça a un coût en fait de faire cette ingénierie de mise en relation. Ça ne se fait pas comme ça parce qu'il y a le marché qui sort. Et je pense que les collectivités territoriales, et je pense que c'est aussi ce que vous vouliez dire Florentin tout à l'heure, ont cette responsabilité-là aussi à créer cet espace pour que ces acteurs puissent discuter et répondre ensemble à ces marchés-là. Merci Aurore Médieux. Encore une remarque, Florentin Laetissier, Xavier Corval. Ouais, moi j'en ai une. Alors, même deux en fait. Bon, les programmes qu'on met en œuvre, en général, ils aboutissent à 20 à 60% de réduction du gaspillage et des déchets. Mais le déclenchement de ces performances-là, c'est très souvent, ça a été signalé, je crois, par l'un d'entre vous, non, c'est par toi, c'est la formation des personnes, la formation des individus. Comment est-ce qu'on crée de l'adhésion auprès des individus sur ces sujets-là qui sont fondamentaux parce que c'est jamais leur cœur de métier, c'est le cas d'un individu, d'une entité par rapport à la problématique. Donc créer de l'adhésion, et pour ça la formation elle est fondamentale. Il y a des méthodologies de partenariat qui doivent se mettre en place entre des structures de l'ESS et entre structures de l'ESS et structures classiques. Ces méthodologies elles sont pas simples parce que les intérêts sont pas les mêmes et en général ils le sont pas parce que la répartition de la valeur créée ne relève pas du même modèle. Et en fait pour développer les coopérations, j'intuite, et je crois que j'arriverai à porter ça comme un sujet, une matière à travailler pour les futurs projets présidentiels, c'est quoi une société où en fait toutes les structures fonctionnent sous le format de l'agrément ESUS. C'est-à-dire qu'il y a 50% de rémunération au maximum de l'investissement, de l'actionnariat, et moi je suis pour, en tant que libéral modéré, et il y a plus de 50% qui sont fléchés sur la croissance des missions sociales et environnementales, interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise. Quand on est dans cette structuration-là d'un modèle économique, on sait qu'on favorise les coopérations, systématiquement. Et donc ce serait quoi demain un modèle socio-économique dans lequel effectivement toutes les entreprises, ça va bien au-delà de l'entreprise à impact. L'entreprise à impact, elle peut conserver une structure capitalistique et un intérêt capitalistique identique auparavant. Les structures de l'ESS, c'est avant même de l'impact, c'est le partage de la valeur créée. Et un équilibre entre la rémunération du travail et le fléchage de bénéfices et de rentabilité vers la croissance des missions sociales et environnementales, vers des enjeux de transition écologique, démocratique et numérique. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet présidentiel pour toi, pour les futures élections. Et il y avait un deuxième sujet ? Non, deuxième formation, méthodologie de partenariat, et puis ce projet-là de société. Voilà. Florentin Laetissier ? Les filières d'avenir dont on a besoin pour réussir la transition écologique, ça s'organise. Ça s'organise et ça ne s'organise nécessairement en coopération entre acteurs publics et acteurs privés. L'outil, par exemple, des SIC est très intéressant, vous en avez parlé, parce que dans une SIC, on peut à la fois avoir des acteurs privés, des représentants aussi de la population, on peut avoir les collectivités locales, etc. Et se dire, voilà, comment on y va ensemble. Et finalement, on est peut-être en train d'inventer de nouvelles manières de faire de la planification. Alors, c'est pas la planification, c'est la planification à la française. On n'est pas sur planification à la soviétique, bien sûr, mais des planifications beaucoup plus locales. C'est-à-dire chaque finalement territoire aussi, avec ses spécificités, avec la réalité de son tissu économique, doit trouver des manières justement de faire travailler ensemble acteurs publics, acteurs privés autour d'objectifs communs. Et moi, ce qui me passionne aussi dans ma mission, et je donnais un exemple très concret, c'est sur des marchés qui sont en émergence, en fort développement. Par exemple, le marché de la consigne pour réemploi. On voit que c'est un sujet qui est en train de monter, notamment sur Paris, on a un certain nombre d'acteurs économiques. Le problème, c'est que si vous avez 10 structures qui se montent dans la consigne pour réemploi à Paris, qui font chacun de leur côté leur contenant, différents formats, leur collecteur de contenants, leur appli, etc. En fait, à la fin, les habitants, les Parisiens et les Parisiens, ils vont se dire, mais il y a 10 solutions de consigne pour réemploi, mais en fait, je n'y comprends rien. Donc, à un moment, tout ça, il faut accepter aussi que ça s'organise un minimum dans la coopération entre acteurs économiques et que dans les différentes parties de la chaîne de la valeur, par exemple de la consigne pour emploi, il faut qu'il y ait des acteurs économiques, le lavage, la collecte, les contenants, la logistique, et que voilà, ça s'organise, et que si on laisse faire vraiment seulement la loi du marché, on va avoir, ça c'est ma conviction aussi politique,
on va avoir une inefficacité. Et donc il faut trouver un équilibre, peut-être ce que vous appelez libéral modéré, entre libre initiative et travail collectif, encadrement des marchés. Ça, c'est très important. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous propose qu'on passe aux questions du public. Alors, vous avez un micro qui va tourner dans la salle, puisque Yann de Mediatico il s'est déjà mis debout pour vous passer le micro. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à l'un ou l'autre de nos intervenants? Je vous propose juste de nous dire voilà, qui vous êtes, votre prénom, et de nous dire à qui, sur cette table ronde, vous adressez votre question. Comme ça, ça va flécher plus directement les choses. Alors, Laure Mardoc, et donc fondatrice de CapVG. Et moi, du coup, j'avais une question qui s'adresse à pas mal d'entre vous, en fait, qui est, on a parlé beaucoup du statut d'entrepreneur social. Il se trouve que quand on crée une entreprise, souvent on est seul ou parfois on est deux, etc. Mais pour montrer soit une association, soit une coopérative, souvent il faut être un groupe ou au moins deux. Il se trouve que moi, je monte mon organisme de formation. Comme le disait très bien Florentin Le Tessier, il y a certainement d'autres acteurs en ce moment qui pensent à la cuisine végétale sur laquelle on pourrait faire des synergies. Moi, avec mes petits bras, je m'entoure d'institutionnels, je m'entoure d'autres associations. Mais comment on peut créer à la fois un statut juridique qui permettrait d'entrer plus dans l'économie sociale et solidaire que par exemple le statut de micro-entreprise que souvent les jeunes entrepreneurs prennent, et à la fois des synergies, des événements, des moyens de coopérer et d'organiser justement cette coopération pour être plus intelligent et plus fédéré dès le départ, parce qu'on sait que aussi il en va de la pérennité de ces structures, de ces entreprises qui, si elles se regroupent à plusieurs, pourraient aussi peut-être du coup grossir à une échelle plus intéressante et donc être pérennes et avoir des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui soient de taille plus importante pour pouvoir ensuite répondre à des marchés, des appels d'offres. Merci. Alors, comment créer des synergies pour regrouper les structures entre elles, Florentin Letissier? Oui, c'est une des questions qui m'obsède, effectivement, sur un certain nombre de filières, parce qu'il y a à la fois la tentation des acteurs économiques qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils veulent développer leur propre business et ils travaillent dessus, c'est une prise de risque aussi, hein, c'est sur ses propres capitaux, son propre temps, donc ça c'est éminemment respectable. Et en même temps, on voit bien, et moi je le vois quand je rencontre un certain nombre de structures, j'en vois effectivement qui vont dans la même direction, et je me dis mais c'est trop dommage, il faudrait qu'ils travaillent ensemble et tout le monde y gagnerait. Donc là je pense que c'est quand même le rôle du politique, qui à mon sens doit avoir le souci d'avoir vraiment la connaissance la meilleure possible du tissu économique de son territoire, dans un certain nombre de filières, et de susciter justement des réunions, de mettre autour de la table les acteurs, de les faire se parler, et de voir aussi quelles sont les synergies possibles. Mais nous, c'est vrai qu'à la ville de Paris, on a une chance quand même, c'est qu'on a déjà une administration qui est très bonne et qui nous aide à faire ce travail-là. On a des acteurs, un écosystème aussi qui sont des acteurs publics. Je parlais de Paris Initiative Entreprise, par exemple, ou la Maison des Canaux, ou évidemment, il y a des acteurs aussi comme la CRES. Eux, ils sont sur tout le territoire, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces acteurs-là, on oriente aussi, on est là pour orienter, pour susciter des liens, créer des événements. Mais après, à la fin, c'est aussi des acteurs économiques qui, en dernière instance, franchissent le pas pour se rassembler sous une même entité juridique. Et ça, voilà, ça relève encore une fois de la libre initiative. Mais nous, notre rôle en tant que collectivité, c'est d'accompagner ça pour que ça se passe du mieux possible. C'est notre rôle, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui, au premier rang. Bonsoir. Oui, ça marche. Le micro fonctionne? Oui. Ok, cool. Donc je m'appelle Manon. Merci pour toutes vos interventions. Moi, j'aurais une question. Alors, je ne sais pas qui pourra me répondre par rapport à la formation, la notion de formation. Je travaille dans un secteur qui est la mobilité internationale pour aider les jeunes dans la mobilité internationale. Donc tout de suite, vous comprenez la problématique carbone
assez évidente. Et donc, en ce moment, on est en train d'essayer de trouver donc, des solutions face à cette problématique évidente. Et mes employés m'ont demandé, moi, de m'intéresser à cette question. Et donc, je cherche des formations, je cherche à me former, puisque ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. J'ai des notions très vagues, on va dire, de ça. Et donc, est-ce qu'il existe des plateformes, par exemple, où on peut retrouver justement des formations qui ont été validées? Est-ce qu'il existe des plateformes où, justement, moi qui suis donc une actrice privée, je vais avoir une certaine certification que ce que je vais apprendre sera vraiment pertinent par rapport voilà, à la problématique globale? Merci. Alors, question complexe, est-ce que quelqu'un autour de la table a un début de réponse? Parce que je pense que vous êtes quand même sur un secteur un peu innovant et dans une démarche intellectuelle assez innovante et exigeante, et bravo pour ça. Je ne sais pas, est-ce que Carteco... Non, mais en fait, disons que vous posez une question vraiment très spécifique sur sur la sensibilisation et la formation de salariés d'entreprise au changement de cap de ces entreprises. Aujourd'hui, quand on parle de formation et de compétences, on parle plutôt des métiers de la transition écologique en tant que telle. Et là, pour le coup, l'ESS est très innovante sur ces questions-là, puisqu'elle est en capacité aussi d'inventer des nouveaux métiers. Je pense à celui d'agent valoriste, par exemple, sur la question du réemploi, où on a des formations certifiantes qui sont en cours de production pour être déposées. Donc là, c'est plus facile pour moi de vous répondre, parce que ce sont vraiment des nouveaux métiers qui font la transition écologique dans des activités, mais ce que vous posez est fondamental, parce que si on veut vraiment changer d'échelle, en fait, ça ne doit pas être juste sur les secteurs d'activité, agriculture, énergie, mais bien un changement de l'ensemble de la société. Et je pense que ça doit forcément exister par des blocs de compétences, parce qu'en fait, c'est pas forcément que des formations d'un nouveau métier. Ça peut être aussi, quand on parle de formation, ça peut être aussi l'ajout de blocs de compétences à des formations déjà existantes. Et d'ailleurs, on devrait tous, en fait, selon moi, tendre vers des formations, quelles qu'elles soient, qui aient des modules sur la transition écologique. On parle par exemple du réemploi des matériaux du bâtiment. 70% des déchets en France sont issus de ce secteur. Les architectes aujourd'hui, dans leur formation, ne reçoivent aucune formation à la question de l'impact environnemental de la construction, si ce n'est peut-être sur les questions de rénovation thermique des bâtiments, et donc ne sont pas du tout formés à la question du réemploi de ces matériaux. Bon, l'architecte en tant que tel, dans sa formation, il n'est pas directement lié à la question du déchet. En revanche, on devrait se poser la question dans ces formations-là de pouvoir poser l'environnement comme un sujet, comme on peut poser la comptabilité, le modèle économique. Ça, ce sont des sujets transversaux qu'on trouve dans les formations. On devrait trouver la transition écologique à ce point-là. Donc, j'ai pas de réponse de plateforme qui existerait à vous donner, si ce n'est de vous sensibiliser aux impacts du transport, avoir des chiffres clés. Je pense que c'est le premier sujet, on en parlait aussi tout à l'heure, c'était la question de la sensibilisation des gens. Si vous aviez déjà des chiffres clés, ça vous permettrait aussi d'interpeller les gens avec qui vous travaillez sur ces questions pour les entraîner au changement. Mais on doit, oui, je pense, si on veut réussir cette transition, puisqu'on parle beaucoup de transition, mais on espère qu'un jour ce ne sera plus en transition, que ce sera une réalité, que dans les modèles économiques de nos entreprises, on ne mesurera pas la performance des entreprises que par le seul capital financier, mais bien aussi par un capital environnemental et voire peut-être même social, puisque je suis quand même chambre française de l'ESS, je me permets de le rajouter. Et donc du coup, ça posera la question du fait que des métiers d'animation comme ça soient formés à prendre en compte cette question-là. Je suis désolée de ne pas pouvoir aller plus loin dans la réponse. Bon, le monde de la formation, il est en train d'évoluer considérablement. À partir de 2022, on sera plus sur les mêmes organismes de formation, plus le référentiel qualité. Pour recevoir une formation certifiante, celle que vous souhaitez, il faudra forcément que l'organisme que vous solliciterez pour cette formation soit dans le respect d'un référentiel national qualité. Tout est en train de changer. C'est très important parce qu'on s'est rendu compte en France que cette formation-là, qui relève de la formation continue aussi, elle est fondamentale pour développer les approches professionnelles, mais particulièrement sur les enjeux de transition écologique. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous en tirez quelque chose en termes d'analogie, mais l'Association nationale de la formation hospitalière, qui a pour adhérents tous les établissements publics hospitaliers de France, les centres hospitaliers, les EHPAD, les IME, les CCAS, pour un certain nombre d'entre eux. En fait, elle vient de lancer pour la première fois
dans son catalogue de formation, parce qu'elle a des formations sur les médicaments, sur les matériels, etc. Pour la première fois, elle a lancé dans son catalogue de formation une formation dédiée au personnel de santé sur la réduction du gaspillage alimentaire, des contenants et des emballages et des déchets. On a remporté l'appel d'offres, donc je connais bien le système, et c'est la première fois, en fait, que dans un catalogue de formation dédié aux établissements de santé est pris en compte et pris en considération l'enjeu de transition écologique appliqué à la réduction du gaspillage et des déchets. Donc c'est en train d'évoluer et de changer. Merci Xavier Corval. Effectivement, alors j'ai pas de réponse non plus à vous donner, mais effectivement, moi je vois deux pistes instinctivement, celle du monde de la formation professionnelle et peut-être de votre OPCO, votre organisme qui collecte les fonds de votre entreprise pour la formation professionnelle. Ils ont des catalogues, ils ont des relais, ils connaissent probablement mieux que vous et moi les formations disponibles. Et puis la deuxième piste que j'entrevois, c'est peut-être celle du tourisme durable, parce que je pense que c'est une question qui se sont posées avant vous, et je ne sais pas s'ils ont trouvé les réponses, mais à mon avis, ça vaut le coup d'aller défricher sur ce terrain-là aussi, parce que je pense qu'ils ont peut-être des réponses à vous apporter. Sinon, il y a une troisième piste qu'on peut imaginer, c'est que les gens qui vont regarder cette émission sur les réseaux sociaux et sur mediatico.fr, peut-être qu'ils ont une réponse à vous apporter. Donc si c'est le cas, vous mettez un commentaire sous la vidéo, et puis comme ça, vous aurez peut-être une réponse dans une semaine ou 2 ou 3, on verra bien. En tous les cas, je voudrais vous remercier tous les 4 d'avoir été avec nous ce soir. Xavier Corval pour Ecosphère, Maxime Godet pour l'association Art Viva, Florentin Laetissier pour la ville de Paris, et puis Aurore Médieux, merci, voilà, Aurore Médieux pour ESS France et le site Carteco, application d'abord pour commencer. Voilà, et je voudrais remercier aussi et surtout La Ruche Paris de nous avoir accueillis ici au Transformateur dans ce bel espace. Donc merci à toutes, à tous, merci au public de Mediatico d'avoir été avec nous ce soir. À très bientôt.